Et donc un nouveau Pifcast, et oui, ce n'est pas Véronique qui ouvre le Pifcast comme d'habitude. Véronique n'est pas là. Que Véronique, tu as un petit problème de voix, tu as petit rhume peut-être. Mais Véronique est au Hellfest, elle est pardonnée, elle ne peut pas être parmi nous, voilà. Donc comme ça vous pouvez savoir, vous pouvez dater à peu près à quel moment on a enregistré ce Pifcast. Hein. Elle est en train de headbanger. Et Fausto est parti à un mariage, et oui, je balance tout, voilà. Donc on est que 3, donc il y a avec moi Laurent. Voilà, c'est lui-même. Bonsoir. Et Xavier. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, parce qu'on enregistre le soir. Voilà, vous savez tout, vous êtes proche de nous, vous pouvez savoir exactement quand on enregistre, à quel moment de la journée on enregistre, l'heure et tout, c'est parfait. 19h03. 03, voilà. Et donc le sujet, c'est un sujet qu'on devait faire à la base avant le sujet sur les séries télé qu'on vous a proposé la dernière fois, mais c'est juste que voilà. Les aléas du direct. Les alouettes nous ont empêché de le faire, et donc on s'attrape ce soir, et donc on a décidé de couvrir un réalisateur qu'on aime beaucoup, Larry Cohen, un réalisateur qui est un peu dans l'actualité cette année, car un documentaire King Cohen est prévu de sortir là, dans les festivals bientôt, et en plus le festival Fantasia à Montréal va donc faire une tribute to Larry Cohen. Il l'invite, il passe 3 de ses films, il passe le documentaire, et ils vont lui remettre un prix d'honneur. Donc c'était parfait pour nous. Et puis voilà, après avoir fait des réalisateurs un peu plus évidents comme Cameron, Craven, comme Max Pécasse, L.A. Ross et tout, voilà, on s'est dit c'est peut-être bien aussi d'aller voir dans peut-être pas les moins connus, parce que Larry Cohen est connu, mais peut-être les moins connus, les moins médiatisés, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de faire ce Pifcast. D'autant que c'est vrai que c'est un réalisateur sur lequel il n'y a pas eu énormément de choses faites, que ce soit en littérature, non, c'est un homme de l'ombre. Voilà, tout à fait, parce que ça a double casquette de réalisateur et surtout de scénariste, puisque c'est un scénariste plus qu'un réalisateur au vu de sa filmographie. Et donc voilà, c'est un monsieur qui a traversé Hollywood depuis un bon moment, tout de même, puisqu'il a quand même commencé à bosser à la télé américaine à la fin des années 50, et il est encore en activité aujourd'hui, quoique maintenant son dernier film en tant que réalisateur remonte tout de même. Sa dernière réalisation remonte à 2006. En revanche, son dernier scénar remonte à 2009. Donc, et il aura une actualité l'année prochaine, normalement, avec le remake de Maniac Cop, produit par Nicholas Winding Refn. Voilà, qui du coup, lui aussi, avec Bill Lustig, est crédité comme producteur, forcément, parce qu'ils ont produit à l'époque et scénarisé pour l'un et réalisé pour l'autre le film. Ils regardent ça d'une main bienveillante, on va dire, mais je pense que ils seront très peu impliqués, je pense, au final. Oui, il y a des chances, oui. Alors, Xavier Laurent, on va parler un petit peu du début de la carrière de Larry Cohen. Vous étiez à fond tout à l'heure hors antenne, et là, maintenant, on va pouvoir... Et maintenant, on se tait. Voilà. Non, c'était intéressant, donc on va reprendre ce qu'on a dit. Mais, qui veut commencer ? Oh, je sens que Xavier est très très chaud. Xavier, il a fond, là. Écoutez, Xavier, l'homme qui ne dort jamais. Faut avoir écouté le Pifcast sur les séries télé pour comprendre. Non, Larry Cohen, qui est un des derniers grands du bis, du cinéma de genre. C'est quelqu'un en fait qui a quand même pas mal bourlingué. Je crois qu'à la base, c'est un peu sa sœur qui doit être publiciste, qui l'a aidé un peu à rentrer dans le milieu. Très rapidement, il s'est mis au scénario après des études artistiques. C'était un gros fan de ciné quand il était gosse. Il se tapait. Alors, il est né à New York déjà, ce qui est important puisque il tourne énormément de ses films à New York. Il est situé énormément à New York. Quasiment un personnage à part entière. En fait, c'est les mêmes profils que Helen Lotter et Lustig. En fait, c'est des mecs qui ont bouffé du film dans leur jeunesse. Du double programme de la 42e rue, etc. Et lui, quand il était jeune, il faisait apparemment deux doubles programmes par semaine. C'est ça. Et il adorait surtout les polars. Gros fan de films de genre, gros fan de polars. Gros fan de Michael Curtis. Voilà. Qui était son réalisateur préféré. Et fan aussi de Hitchcock. Ouais. Ce qui se sent. Voilà. Ce qui se sent. Donc du coup, il a œuvré. Il est rentré par la petite porte en fait, la télévision. Au fur et à mesure, il a pu scénariser quelques scénarios d'épisodes de ci de là avant de pouvoir s'attaquer à des postes plus importants sur des séries. Parce que là, donc, les premiers scénarios, donc fin des années 50, et sa première réalisation début des années 70. Donc quand même, il a passé après une quinzaine d'années, peut-être 10-15 ans à bourlinguer sur le petit écran, mais il a pas fait n'importe quoi dans le petit écran. Il a quand même écrit des scénarios. Son premier gros truc, en tout cas en France, on va dire, en France, oui, c'est le Fugitif. C'est ça. Même si il y avait peu de temps avant, en 63, il y avait The Defenders, qui est une série. Qui est une très très grosse série, et qui, d'ailleurs, le Defenders, je crois que il
ils avaient refait un téléfilm dans les années 90. Enfin, c'est vraiment pour dire à quel point la série, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Et puis il a gravi les échelons, il a bossé sur Colombo aussi, mais surtout entre-temps il a créé Les Envahisseurs. Voilà. Oui. Donc ne serait-ce que pour ça en France, Larry Cohen, vous connaissez, c'est obligé, même si vous n'avez jamais entendu son nom, puisqu'il est le créateur de la cultissime série Les Envahisseurs. David Vincent les a vus. Voilà. Et juste avant, il avait quand même, quand même quelques années avant, je crois, il avait écrit le scénario de la suite des 7 mercenaires. Tout à fait, le retour des 7 mercenaires. Voilà. Donc c'est sa première expérience cinéma. Du coup, bon, Les Envahisseurs, tout le monde connaît, hein, bien évidemment. Il est quand même principalement le créateur de la série. Il me semble qu'il n'avait pas le poste de showrunner. Est-ce que ça existait d'ailleurs à cette époque, vraiment, le poste de showrunner ? Je crois qu'il y avait des postes équivalents, s'il n'y avait pas encore le nom. Mais en tout cas, il était créateur, ça, officiellement, voilà. Ça c'est sûr. Il a pas non plus eu la main totale sur la série, donc c'est pas non plus son bébé à proprement parler. En aparté, est-ce qu'il y avait des showrunners pour Maggie, par exemple, en France ? Je me pose la question. Non, c'est vraiment une aparté. On va revenir sur Larry Cohen. Ça dépasse mes connaissances. Il s'appelait Roger Riboulot. Il était très sympathique. Voilà, donc du coup, bon, Les Envahisseurs. Colombo, donc. Voilà, Colombo, je vous avoue ne pas me souvenir des épisodes en question. Mais, An exercise in fatality, candidate for crime, any old port in a storm. Voilà, donc, tu m'as posé la question, je te réponds. 73-74, c'était la bonne période des Colombo, hein, donc c'était plutôt pas mal. Mais bon, du coup, il avait déjà fait des films pour le cinéma tout à fait. Avant de faire les Colombo. 72, tout à fait. Donc après les Envahisseurs, donc il a encore travaillé sur quelques séries, avant de finalement se mettre sur son premier film qui s'appelle Bone, avec Yaphet Kotto. Tout à fait, le bon vieux Yaphet. Qui était dans le coffret Larry Cohen Blue Underground, avec The Witched Serpent et God Told Me To. Voilà, Bone est un film très courageux, je trouve. C'est un premier film qu'il a produit, écrit et réalisé, et qu'il a tourné dans sa propre maison. Voilà. D'accord. Moi, j'ai juste vu la suite Bone Collector, j'ai pas vu le premier. Donc du coup, Bone, je ne sais pas lequel d'entre vous a pu le voir en dehors de moi. Eh bien, malheureusement non, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Eh bien, donc je m'y colle. Vas-y. Donc en fait, le premier film, le vrai premier film de Larry Cohen, Bone, suit donc un couple bourgeois aux États-Unis. Blanc, bien sûr. Blanc, bien évidemment. Pété de thunes, d'apparence du moins. Et un jour, ils vont avoir ils ont des serviteurs. Et un jour, ils ont un problème avec leur piscine. Il y a un rat qui s'est coincé dans une bouche de la piscine. Enfin bon, bref. Ouais. Et donc du coup, ils essaient d'avoir un exterminateur pour venir s'en occuper. Et ils vont voir débarquer un homme noir, joué par Yaphet Kotto, qu'ils vont tout de suite prendre pour le fameux exterminateur. Vous comprenez, il est noir, il est forcément à leur service. Du coup, l'homme va effectivement aller chercher le rat et il va commencer à avoir un comportement un petit peu étrange. Il va jouer avec le corps du rat, vouloir le remontrer et tout. Enfin, forcément, comme il a accompli son office, le bon couple blanc aimerait bien que cet homme noir puisse s'éloigner un petit peu de leur univers, chose qu'il va refuser de faire. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout un exterminateur, c'est en fait quelqu'un qui s'est introduit chez eux, qui s'intéresse tout particulièrement à leur argent. Pas au rat, quoi. Sauf que il va rapidement se rendre compte que le couple en question n'est peut-être pas aussi friqué qu'il en avait l'air, et pas aussi heureux en amour qu'il en a l'air. Ils ont tout foutu dans la piscine, en question. Il y a un côté théorème un peu, non C'est ça. Ouais. En fait, on est vraiment dans la dynamique théorème avec un élément perturbateur extérieur qui va faire éclater tous les problèmes de ce couple qu'on va découvrir au fur et à mesure. Très rapidement, en fait, l'homme va les menacer, va essayer de trouver l'argent qu'il ne trouve pas dans la maison, mais il va réussir à trouver un livret bancaire dont la femme n'a jamais connu l'existence. Donc la femme va se rendre compte que son mari la vole, et petit à petit, on va découvrir de plus en plus de choses
une histoire autour du fils qui a eu quelque chose d'assez étrange. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que ça fait partie des grands trucs. Ça me rappelle aussi un peu l'ambiance du plombier de Peter Weir. Tout à fait. Et à un moment clé, on va dire, Yaphet Kotto va menacer de tuer la femme du personnage blanc. Et du coup, ce personnage va partir à la banque pour aller retirer de l'argent. En même temps, ça s'appelle Bernadette, mérite que ça. Sur le chemin, pendant qu'il attend de passer au guichet, il va rencontrer une femme qui va le séduire. Et ça va pas être très difficile, d'ailleurs. Il va se barrer, il va juste pas revenir, il va laisser sa femme dans la merde. Et c'est pareil. Voilà, et la femme qui va rester avec Yaphet Kotto va changer de personnalité au fur et à mesure. Elle va commencer à devenir de plus en plus courageuse, elle va être de plus en plus sûre d'elle. Et en fait, c'est toute la rancœur qu'elle avait conservée en elle qui va finir par ressortir et la transformer littéralement. Elle va même se mettre à séduire le personnage de Yaphet Kotto pour essayer de l'utiliser à son avantage contre son mari. Le film est assez incroyable. Enfin, je ne vais pas raconter plus que ça l'histoire parce que bon, c'est. Il spoil. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de Larry Cohen. Ouais, de toute manière, il a une patte de scénariste où moi, c'est ce que j'admire beaucoup dans la plupart de ses films, c'est de repartir d'une situation toujours originale, mais il sait toujours comment la nourrir. Grâce au personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un mec juste à bonnes idées excitantes au départ qui sont après exécutées de façon classique. Non, à chaque fois ces bonnes idées sont toujours alimentées jusqu'au bout par les personnages. J'aime beaucoup ses dialogues. Il a des dialogues qui sont à la fois extrêmement réalistes et toujours nourris de choses très très étonnantes dont tu sens qu'elles viennent du quotidien des personnages. Et à ce niveau-là, on va reparler, même si je trouve pas que ce soit un grand réalisateur. En revanche, c'est vraiment un très grand scénariste. Ah oui, tout à fait. Vas-y. Ce que tu disais juste, c'est qu'en fait, souvent, son truc, on le verra dans sa filmographie quand on va la dérouler tout à l'heure, c'est qu'il a tendance à prendre des choses du quotidien, des choses anodines, et les transformer en danger, en fait. C'est son grand truc et tout. L'homme a un regard social assez hallucinant. Et Bone, qui est une charge sociale énorme, je trouve, souffre d'un problème, on va dire. Je pense qu'il est mal jaugé. En fait, les gens ont tendance à se dire qu'il s'agit d'un film de blaxploit. Ce n'est pas du tout un film de blaxploit. C'est parce que tu as un homme noir dans le film que c'est un film qui serait stupide. En fait. Il y a des codes, en fait. Il y a des codes déjà respectés. Bon, c'est vrai que du coup, le personnage de Yaphet Kotto est vraiment mis en avant. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une fronde on essaie de replacer l'homme noir contre l'homme blanc riche. C'est pas du tout ça. C'est le couple qui est mis en avant. C'est là-dessus que l'histoire se joue. C'est exactement ça. On parle vraiment de la société américaine. On ne parle pas d'une minorité. C'est pas la lutte des classes. Là, c'est vraiment. Voilà. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, excellente transition pour son deuxième film en tant que réalisateur, Black Caesar. Le parrain de Harlem, même je trouve la façon dont il a abordé la blaxploitation et la façon dont il parle de la condition noire aux États-Unis a un côté extrêmement social et extrêmement acéré. Le film c'est pas Shaft, quoi. C'est pas un truc à la gloire de la culture noire pour essayer de la faire exister dans un pays à dominante blanche, comme ça a été beaucoup le cas de la blaxploitation finalement. C'est vraiment un regard acéré sur à quel point un gangster, enfin un mec qui a grandi dans le ghetto, un noir, peut avoir faim parce qu'il a été privé de tout, et que finalement, en laissant libre cours à cette faim, il va devenir comme les gens qui l'accusent de son malheur, et rentrer lui-même dans un cercle vicieux de capitalisme extrême, etc. Donc même du coup dans sa blaxploitation, il a toujours eu un truc très, très acéré. Excellent film, Le parrain de Harlem, d'ailleurs. Et pour moi, Black Caesar, c'est vraiment dans le haut du panier de la blaxploitation. Tout à fait. Ouais. Bon, je suis déjà très fan de blaxploitation, donc forcément, voilà. Donc Black Caesar, c'est avec Fred Williamson. Le grand Fred Williamson. Le très grand Fred Williamson, avec qui il travaille 3 fois. Je ne pense pas qu'il y en ait eu de 4e. Donc il a joué dans Le parrain de Harlem, dans Casse à Harlem, donc Hell Up in Harlem, qui est la suite, mais je vous expliquerai le problème. Voilà.
Et donc dans Original Gangster, qui était une tentative de revival de la blaxploitation au moment où le gangsta rap cartonnait. Voilà, la BO était mortelle. Je me rappelle que j'avais acheté la BO. C'est la BO, je crois en plus qu'elle est dans le Billboard des meilleurs albums. Ah ouais. Je crois qu'il est genre 40e, quoi. C'est les trois films on va dire typés blaxploitation qu'il a fait, quoi. Voilà, c'est ça. En vrai typé blaxploitation. Il y a toujours eu des petits bouts, mais là c'est vraiment pour le coup avec les codes, la musique. C'est ça, là il y a tout. Les habitudes. D'ailleurs, en parlant de musique, la musique de Black Caesar, enfin du parrain de Harlem, c'est juste James Brown. Voilà. Ça va, qui a composé vraiment c'est la première fois qu'il composait une musique originale. Elle est excellente, et dont un morceau qui s'appelle Paid the Cost to be the Boss. Ça veut dire j'ai payé le prix pour devenir un boss, que Snoop Dogg reprendra comme titre d'un de ses albums d'il y a 5 ou 6 ans. Donc à quel point cette chanson et le personnage finalement ont marqué l'inconscient de toute la génération de rappeurs américains. Et justement, Larry Cohen a déjà évoqué le travail avec James Brown pour dire à quel point c'était difficile, car quand il demandait une scène de 2 ou 3 minutes à James Brown se pointait et lui mettait un morceau de 7 minutes dans les pattes, donc à lui de se débrouiller. Ça devait être assez coquin. Quel connard, ce James Brown. Voilà, mais la BO est vraiment excellente. Bon, en tout cas, pour la petite histoire de Black Caesar, donc le parrain de Harlem, à la base, c'est une commande de Sammy Davis Jr., qui voulait apparaître en tant que héros d'un film. Donc vous comprendrez, arrêtez d'être le faire-valoir du Rat Pack. Voilà. Si vous connaissez pas l'histoire du Rat Pack, je vous conseille de vous y intéresser. Vous comprendrez pourquoi Sammy Davis Jr. avait un peu envie de faire autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment Sammy Davis Jr. n'a jamais pu payer pour le traitement du scénario. Donc du coup... forcément, Larry Cohen a fait ce qu'il a fait. Il a été proposé le scénario à quelqu'un d'autre. Finalement, c'est Fred Williamson qui a pris le rôle. Bon, voilà quoi. Fred Williamson, tu lui mets un costard, ça y est, c'est bon, il est posé. Je pense que par rapport à Sammy Davis Jr. en gangster, soyons honnêtes, le film ne fonctionnerait pas avec Sammy Davis Jr. C'est bon. Et donc du coup, Black Caesar a été, donc comme on le disait, Larry Cohen, grand fan de films de genre, beaucoup de doubles programmes. Très très fan de films noirs, de films de gangsters, et en fait Black Caesar est une sorte de remake de Little Caesar, qui est souvent considéré comme le premier, même si c'est faux, c'est pas le premier, mais c'est en tout cas l'un des films fondateurs du film noir. Un des premiers Rise and Fall aussi, puisque Black Caesar est un exemple parfait de Rise and Fall. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rise, s'élever, Fall, tomber. Donc c'est ces films qui racontent en règle générale la trajectoire fulgurante d'un gangster qui part de rien pour arriver à la gloire et qui chute à la fin. Récent, il y avait le Scorsese, le Wall Street, qui même si c'est pas un gangster, on montre un gars qui monte tout à fait, qui va redescendre aussi fort. Scorsese a fait parmi les plus beaux Rise and Fall c'est ça. qui soit. Et donc du coup, Black Caesar... Black Caesar, enfin pour moi, je trouve que c'est un excellent film de blaxploitation, et ce qui est, on a souvent reproché au film de blaxploitation d'être réalisé par des blancs, ce qui est vrai. Mais Larry Cohen, il a réussi quelque chose d'assez incroyable. Moi, je trouve que la première moitié, enfin en tout cas toute l'ascension du parrain, on ressent le racisme, mais on se le prend. C'est une charge, c'est une véritable charge. On est vraiment. J'ai peu de souvenirs de films où un racisme est aussi agressif. Mais je parle de racisme de tous les jours, quoi. C'est la scène, justement, il y a une scène qui est absolument incroyable où en fait le parrain va racheter l'appartement de son avocat qui est blanc. Et c'est sa mère qui... Et en fait, on va apprendre après que c'est sa mère qui est la boniche du gars. Et que donc, lui, il veut offrir cet appartement à sa mère. Le premier truc que sa mère lui dit, c'est pas possible, tu me laisses cet appartement, je vais finir pendu dans 2 jours. Tu te rends pas compte dans quel endroit je vis, quoi. Et il y a plein d'éléments comme ça, c'est assez étonnant. Mais il y a des scènes absolument terribles. Ah oui, et puis la fin extraordinaire, la scène de fin... Alors, les 2 fins. Oui. Car il y a 2 fins. C'est vrai. Attention. Parce qu'avant de passer forcément à la suite Hell Up in Harlem, il faut aussi parler donc des problèmes de fin. Je vous annonce tout de suite que donc je vais parler de fin. Donc ceci est un spoiler.
Voilà, vous pouvez partir. Voilà, je vous laisse. On vous laisse 40 secondes. Oui, un peu plus. Donc, tout ça pour vous expliquer. La première fin du Parrain de Harlem, nous avons donc, la fin telle que nous la connaissons. Il finit par retourner sur le terrain où était son immeuble. Terrain qui est détruit maintenant, un terrain vague. Complètement détruit. Il s'est fait tirer dessus par des... Il s'est fait tirer dessus, il est blessé. Il a les livres à la main et en fait il va faire. Je peux préciser des livres de comptes qui lui ont permis. Il avait réussi plus tôt dans l'histoire à mettre la main sur des livres de comptes qui impliquaient plein de flics véreux, etc. Du coup, en fait, personne ne pouvait le toucher tant qu'il avait ses livres en main. Voilà. Et donc il va retourner à la source, on va dire, avec son bouclier, donc ses livres à la main. Sauf qu'il va arriver donc dans son quartier qui a changé. Forcément, et il va se retrouver face à une bande de jeunes qui vont l'agresser, de jeunes noirs, et le tuer. Voilà. Qui était lui quand il était jeune. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je pense que en matière d'ironie sociale, on peut pas faire mieux comme fin. Voilà, la fin est extrêmement sombre. Et en fait, il y a une autre fin qui a servi justement de base pour la suite, qui est qu'on va s'arrêter à lui, donc qui a été trahi par tout le monde, par ses amis, ou les autres sont morts, enfin voilà. Et il va arriver dans ce terrain vague, et le film, la caméra va se lever vers le ciel, et du coup son avenir est incertain. Là-dessus, donc le film va la suite va commencer. Et du coup, alors, Hell Up in Harlem, c'est un grand n'importe quoi. Pour moi, c'est le système Larry Cohen qui ne fonctionne pas. Ouais, il a avoué d'ailleurs lui-même que le film n'était pas préparé. D'ailleurs, quand le tournage est démarré, le scénar n'était pas fini. C'est ça. Et en plus, ce film a été fait en même temps que Le Monstre est vivant. Voilà, donc, en fait, il a même parfois tourné avec la même équipe des scènes des deux films. Exactement. Ouais. En fait, du lundi au vendredi, il travaillait sur Le Monstre est vivant. Les samedis et dimanches, il travaillait sur Hell Up in Harlem. Sachant que pour tous les plans éloignés où il y a Fred Williamson, comme Fred Williamson était sur un autre film, ce n'est pas Fred Williamson. Il n'a été utilisé que pour les gros plans, les plans moyens. La méthode de Steven Seagal. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Donc le film est assez étrange. Bon, là on est plus dans le film de vengeance. C'est complètement foutraque, ça part dans tous les sens. Il y a une attaque sous-marine de mafieux noirs qui vont attaquer des Italiens qui se font braquer par les bonnes. C'est en écho à l'extraordinaire scène de la piscine du premier d'ailleurs, où toute une scène extraordinaire du premier où des mafieux italiens sont en train de se la couler douce sur le bord d'une piscine dans une villa, et les gangsters noirs arrivent et les massacrent tous et les balancent tous dans la piscine, et la piscine remplie de corps qui flottent. Et du coup, donc ce film, c'est en fait, ce film est intéressant pour voir toute la structure, enfin en tout cas les astuces scénaristiques que Larry Cohen peut utiliser. Quand il n'a pas d'argent, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire, plutôt que de tourner une scène, il va la faire raconter par quelqu'un. Sauf que dans Hell Up in Harlem, il le fait beaucoup de fois, et y compris sur des scènes clés qui devrait logiquement influer sur le comportement de l'acteur principal, et qui continue à faire son truc comme si de rien n'était. Bon, voilà, c'est assez étrange. Alors après, le film est rythmé, hein, il est funky, il est rythmé, la musique est moins bonne, c'est pas James Brown. James Brown avait fait une musique, elle a été rejetée par Larry Cohen. Tout à fait. Et elle a servi pour faire un album de James Brown, un de ses plus célèbres, qui s'appelle The Payback. C'est ça. The Big Payback. Voilà. Bon voilà, enfin du coup Hell Up in Harlem, si vous voulez regarder, allez-y, mais voilà, pour qui regarderait Black Caesar et Hell Up in Harlem d'affilée, si vous regardez la fin européenne, vous allez être assez étonné des changements. En fait, les deux films, c'est un peu Rise and Fall en fait. Il y en a un qui monte et l'autre qui redescend. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est marrant parce qu'en même temps, du coup, il était en train d'essayer de s'extraire de. Parce que mine de rien, en enchaînant, alors Bone, même si ce n'est pas un film d'exploitation pour l'époque avec un personnage noir, c'était pas anecdotique de mettre un personnage noir opposé à un couple bourgeois, donc forcément le film s'inscrivait quand même dans une mouvance sociale dans laquelle Blaxploitation s'inscrivait. Ensuite, il fait Black Caesar, un parangon de la Blaxploitation. Il fait la suite, donc il y a un côté où il y a peut-être un danger de s'enferrer dans le truc. Et mine de rien, le fait qu'ils soient en train de faire Le Monstre est vivant, qui va être son énorme hit, pendant qu'il est en train de faire la suite de Black Caesar, et qui mettent plus de, on va dire, de talent et d'entrain dans Le Monstre est vivant que dans la suite de Black Caesar, veut peut-être dire quelque chose.
Voilà, donc du coup le monstre est vivant. Ah, Voilà, le monstre est vivant. It's Alive, donc It's Alive. un film qui a donc eu 2 suites, et on en parlera tout à l'heure. Alors, je sais pas, on peut peut-être faire la trilogie tout de suite d'ailleurs. Tant qu'à le faire. Oui, Bon, allez-y, hein. Alors, j'ai vu que le premier du coup, quoi. Alors le pitch, c'est marrant parce que ça fait typiquement partie de ce genre de film où on se dit limite on voit le scénariste en train d'avoir l'idée quoi. Le pitch, la scène d'ouverture est extraordinaire. Enfin la scène, on va dire les 2 scènes d'ouverture, un monsieur avec sa femme enceinte dans leur petite maison, tout va bien, ils ont déjà un enfant et puis les contractions arrivent, monsieur emmène madame à l'hôpital pendant qu'elle est en train d'accoucher, il est en train de regarder les jolis bébés qui sont dans les paniers de la maternité et puis d'un coup il se retourne, il voit la porte de la salle d'accouchement s'ouvrir en grand et un médecin sortir ensanglanté et s'effondrer par terre. Il rentre dans la salle d'accouchement et tout le monde est mort sauf sa femme. Ils sont morts en mode dégueulasse. Ouais, voilà, ils sont tous faits, il y a du sang partout et le bébé n'est plus là. Voilà, et donc le bébé est vivant et est un monstre comme le dit le titre. Donc voilà, le pitch c'est vraiment et si d'un coup les femmes se mettaient à coucher de monstres qui tuent les gens. Ce qui est amusant plus qu'amusant, ce qui est passionnant et c'est typique, c'est la patte de Larry Cohen, c'est le traitement. En revanche, là où on aurait pu partir sur du bis total. Alors bon, déjà il y a les impératifs budgétaires, pas beaucoup de pognon, ça se voit à l'écran, du coup le bébé on le voit très peu. On verra sur la fin, c'est Rick Baker d'ailleurs qui fait les effets spéciaux du monstre. Et du coup c'est le cas de conscience de ce père, le cas de conscience de la société aussi, qui est confronté à le bébé symbole de pureté qui d'un coup devient une entité menaçante, tueuse et le film va gonfler comme ça jusqu'à une conclusion vraiment déchirante. Non, mais en revanche on peut quand même souligner la performance de l'acteur principal John Ryan. Je crois même que c'est un de ses rôles, c'est son rôle marquant. Hein. Oui, c'est son rôle. Après, il a plutôt des petits rôles ailleurs. C'est toujours des rôles de méchants, généralement. On l'a vu dans Runaway Train, on l'a vu dans. Fait, je ne sais plus quel autre film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, mais ça va bientôt venir. Fact-checking. En tout cas, John P. Ryan dans le film a un côté. D'abord, au début, la première moitié du film, je le trouve peut-être trop en retenue par rapport à ce qui lui arrive quand même. Mais en revanche, quand on voit la fin, on comprend à quel point il essaye de tout rentrer à l'intérieur, mais quand ça sort, la performance est extraordinaire. Tout à fait. Moi, je trouve le film, alors, je l'ai découvert récemment, ça fait un film que je voulais voir depuis des années, et j'ai dû le voir du coup pour préparer Spiffcast, et je l'ai trouvé un peu décevant, enfin un peu déceptif. Et j'avais vu sur internet une correspondance très juste, c'est une sorte de Jaws dans de la mer sur la terre, quoi. C'est-à-dire qu'on suit le monstre, souvent en vue subjective, pour justement faire des économies d'effets spéciaux, avec une sorte d'effet comme de la 3D sans 3D, de dédoublement de l'image et tout. Et en fait, on va le suivre, attaquer des gens de façon aléatoire dans la ville. Mais pensant à les flics le traquent. Même s'il a quand même un parcours qui est d'essayer de revenir à sa famille. Justement, en fait, le monstre est vivant et moi, je trouve très très représentatif du cinéma de Larry Cohen, puisque comme dans beaucoup de ses films, c'est littéralement un bébé monstre qu'on va mettre dans une autre société codifiée. Qu'est-ce que c'est d'être différent? Qu'est-ce qu'une minorité dans une société? Ça, c'est quelque chose dont il parle assez souvent. Et c'est, encore une fois, comme dans Bone, le bébé est plus... dans le principe de théorème, c'est un élément qui va faire ressortir des choses. C'est les personnages qui sont intéressants. C'est le père qui est fascinant. On voit quasiment que, de toute façon. C'est le père qu'on veut suivre. C'est le père dont on veut voir les réactions. Le bébé, je m'en fous totalement. Oui, c'est un film de monstre lambda pour le bébé, quoi. Voilà, mais moi personnellement, tu retirerais toutes les scènes de meurtre. Je trouve que surtout qu'elles sont pas démentes. Après, le bébé a une très bonne gueule, il est connu, hein, on le voit tout, il a vraiment quelque chose d'assez dérangeant, parce que ce côté vraiment bébé, c'est surtout au niveau de la bouche que les malformations apparaissent, quoi. C'est d'ailleurs ce que perd le troisième film. Si je m'avance un petit peu, mais les bébés grandissent, et puis les bébés grandissent surtout, et là ils perdent complètement leur côté dérangeant. À noter que niveau réalisation, même si c'est un film qui a pas coûté bien cher, c'est assez classe quand même. Il y a quelques plans très beaux. C'est académique, mais
c'est bien fait, et c'est Bernard Herrmann qui fait la musique. La musique est super belle. La photo est jolie. La photo est jolie, et le plan d'ouverture, enfin la séquence d'ouverture, ça fait très Saul Bass. On comprend à la fin ce qu'elle veut dire, c'est une séquence d'ouverture, mais sur le coup, c'est une sorte d'écran noir avec une sorte de faisceau lumineux, plein de faisceaux lumineux qui se baladent et tout. C'est super inquiétant, c'est super beau avec la musique, ça rend vraiment, on est dans l'ambiance tout de suite, quoi. Il sait poser une ambiance avec ça, il n'y a pas de problème, quoi. Et pareil, toute la séquence de fin, je la trouve mortelle. Dans les tunnels, avec toujours un fond d'ombre, on est complètement perdu. C'est... Non, le monstre est vivant, c'est top. Et donc la suite alors la suite, It Lives Again, le monstre est toujours vivant. 1978, donc 4 ans après. Entre-temps, Larry Cohen n'aura fait que 2 films, dont un sur lequel nous allons revenir longuement. Cette suite reprend le même héros. Donc toujours John Ryan, le papa du premier, qui cette fois en fait traque, essaye de trouver les gens qui sont susceptibles d'avoir eux aussi des bébés mutants, parce que des scientifiques ont... je tiens juste à dire, ceci est un spoiler, attention, il va devoir vous parler de la fin du premier. Voilà. Non. Il l'a pas dit. Je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. Et voilà, bon, bref. Et là, et il va trouver, et parce qu'en fait, des scientifiques ont réussi à trouver un truc génétique qui permet d'annoncer, enfin de deviner éventuellement, sur les prélèvements faits sur les bébés avant qu'ils naissent, si ils vont être de cette catégorie. Alors que bon, une bonne échographie, on n'en parle plus, mais bon. Mais à l'époque, ça ne devait pas être aussi perfectionné. Et donc, il trouve un couple tout à fait gentil qui risque d'avoir ce bébé-là. Et en fait, ce couple devient l'objet d'une lutte entre le gouvernement qui veut absolument retrouver les bébés, puisqu'en fait, il y en a eu d'autres entre-temps qui sont nés, et les étudier et les tuer, et une association dissidente menée par John Ryan et d'autres personnes qui essayent de récupérer ces gens-là, de faire accoucher le bébé et de tous les garder dans un endroit pour qu'ils ne soient pas tués par le gouvernement. Donc on est presque plus au niveau du polar que du film d'horreur, ce qui était déjà un petit peu le cas pour le premier, mais là c'est encore plus appuyé. Et il y a vraiment il amplifie toutes les thématiques du 2 en matière de comment la société réagit, puisque là il y a vraiment quasiment une espèce de machination du gouvernement contre qui se battent des gens libres de penser entre guillemets. Donc après les créatures il y en a plusieurs. Donc forcément, comme dans toutes les suites, c'est un peu plus bigger and louder, mais comme c'est Larry Cohen, c'est intelligemment fait. Et s'il y a plusieurs monstres, ça sert avant tout l'histoire et non pas juste pour avoir plusieurs monstres. Tout à fait. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le deuxième, c'est que c'est pas comme beaucoup de... C'est valable aussi pour le troisième. On sent vraiment qu'il a fait cette trilogie parce qu'il avait encore des choses à raconter. C'est voilà quoi, il a trouvé un pitch qui amenait plusieurs questionnements sur la société, le rapport au bébé, le rapport au monstre, à la normalité, la conformité. Et tout ça, petit à petit, j'ai l'impression que ça mûrit. Puis il s'est dit, tiens, si je faisais un film, j'ai encore des petits trucs à raconter. Et même le troisième, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Étonnant, le troisième. Enfin, c'est quand même Jurassic Park. C'est Jurassic Park, oui. C'est Jurassic Park en avance, quoi. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. On est quand même quasiment 10 ans après le second, quoi. Ouais, vous savez, 87, ouais. 11 ans, 9 ans après, ouais. Le troisième, là, c'est le pitch carrément fou. On a toujours ce problème de bébé. Le film commence par un procès avec un père qui essaye de défendre le cas de son propre enfant, mais aussi de tous ces enfants-là, alors que les avocats du gouvernement, eux, veulent prouver que ce sont des monstres qui ne méritent que d'être mis à mort parce qu'ils sont un danger pour la société. Et le père, qui est joué par Michael Moriarty, qui est l'acteur fétiche de Larry Cohen, comme on va voir dans plusieurs de ses films. Il y a d'ailleurs dans la série des It's Alive, il y a un autre acteur qui est très souvent dans ses films, qui s'appelle James Dixon, qui joue le flic le flic qui pourchasse les bébés dans les 3 films. Tout à fait, qui joue aussi dans Black Caesar. Tout à fait. Qui jouait irlandais. Voilà. Et donc il y a ce procès, et pendant le procès, le père, joué par Michael Moriarty, arrive à émouvoir le juge, qui décide qu'il faut préserver ces bébés mais les enlever de la société. Donc on les balance sur une île où aucun humain ne vit. Et plus tard, des chasseurs décident de retourner sur cette île
parce que, alors c'est là que c'est assez pervers, c'est là qu'il arrive à remettre un petit élément de critique. En fait, c'est un patron de multinationale qui est une multinationale de produits de beauté, etc., qui pense qu'il est peut-être à l'origine des mutations, que ses produits sont peut-être à l'origine des mutations, et donc il veut absolument tuer les bébés qui sont sur l'île pour qu'il n'y ait pas de test fait qui pourrait prouver que ce sont ces produits qui sont à l'origine de ça. Donc il y a une première venue sur l'île et ils se font tous dézinguer. Et plus tard encore, le père qui entre-temps qui était un comédien et qui aucune femme ne veut qu'il la touche. Il y a une scène très drôle au début avec une prostituée qui apprend qu'il est le père des bébés mutants et alors qu'il vient de se la taper, elle hurle ah il m'a touché, peut-être que je vais avoir un bébé mutant aussi. Et enfin très drôle. Non, elle est pas très drôle finalement cette scène. Non, pas vraiment. Mais et le père quelques années plus tard en fait est contacté par un riche mécène qui est payé par le gouvernement pour aller sur l'île et étudier à nouveau, voir comment on grandit les bébés, et il accepte d'aller sur l'île. Donc il y a un côté Jurassic Park à fond les ballons qui est assez étonnant parce que ça a quand même été fait en 87. Et alors déjà effets spéciaux, beaucoup de stop motion, très bien fait d'ailleurs. C'était agréable de voir que justement le film arrivait à évoluer un petit peu sur la représentation de ces monstres, puisque avant le design des monstres était bien, mais je pense qu'on voyait très vite que c'était un nain à l'intérieur d'un costume. Donc il était surtout filmé en très gros plan, voire en fisheye même, le bébé. Là, du coup, l'adjonction de quelques plans stop motion lui donne un petit peu plus de présence, d'agilité à l'écran. Le problème, en revanche, c'est que le film part assez vite de l'île, finalement, pour se terminer dans son dernier tiers à la King Kong. Avec les monstres qui sont devenus grands et du coup qui ressemblent vraiment plus à grand chose quand même par rapport au concept dérangeant de bébé tueur. Là on est avec des espèces de mutants en guenilles. D'ailleurs tu te dis ils ont été largués sur l'île en bébé à poil et maintenant ils sont à moitié fringués avec des habits déchirés. Ils sont très doués, ils ont recréé des... donc bon, ça fait partie de ces petites choses qui sont aussi caractéristiques du cinéma de Larry Cohen, c'est-à-dire que parfois pas d'argent, pas de temps, donc il faut aller au plus vite pour réussir à voir le résultat à l'écran. Et là, pour le coup, ça handicape un petit peu le film, mais vraiment, les deux premiers tiers du film sont vraiment étonnants. Et Moriarty, qui est un acteur qui peut être parfois un peu à la limite en matière de jeu. Un peu insupportable aussi. Voilà, je le trouve excellent, notamment toute la scène du procès, et je le trouve très bon. Oui, pendant le procès, il est très bon. Mais sur le bateau... Quand il se met à chanter, là, oui, là il faut pas déconner, quoi. Il y a même une des personnages du film qui fait mais on est où, dans une expédition scientifique ou on est dans une teuf entre vieux là, pendant qu'il est en train de chanter derrière. Donc là maintenant on arrive à 76. Mais Xavier avait peut-être quelque chose à dire sur non. Moi personnellement c'est une trilogie que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Le troisième, comme très souvent dans les trilogies, peut-être un poil déceptif, mais il a le pitch le plus excitant. Mais voilà, ça se tient en fait. Ça se tient. Et puis il y a Karen Black. Oui, il y a Karen Black en plus. C'est vrai. Si vous savez pas qui est Karen Black, allez chercher et matez les films et vous comprendrez. Si vous aimez le strabisme, vous allez être servi. Il est très joli celui-ci. Et donc petit retour en arrière, 1976, juste après le premier Monstre vivant, peut-être le chef-d'œuvre de Larry Cohen, on peut le dire. Meurtre sous contrôle en français. Gold Told Me To. Donc le God me l'a dit. Non, Dieu me l'a dit de le faire. En gros, voilà, Dieu m'a dit de le faire. Le pitch, Cyril, le pitch. Eh bien, c'est des gens dans la vie de tous les jours, ça se passe à New York, qui se mettent tout d'un coup à agir bizarrement, à tuer d'autres gens, et on ne sait pas pourquoi, et on va découvrir au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si on va le dire dans le. Ils disent en tout cas, quand ils se font arrêter. Dieu m'a dit de le faire. Sauf que ces gens-là n'ont aucun rapport entre eux. Il y a un mec qui va se mettre à sniper des gens, se mettre en haut d'une tour avec son sniper et tuer des gens au hasard et tout. Voilà, c'est un pitch que réutilisera. Une chose très importante, c'est que le sniper n'est pas spécialement doué avec les armes, mais va faire mouche avec chacune de ses balles à une distance de malade. Oui. Donc voilà, pitch très excitant, et un flic se lance sur l'enquête, un flic catholique, c'est important. C'est très important puisque justement il va être confronté à sa foi par rapport à ces personnages qui n'arrêtent pas de lui dire que, puisqu'en gros c'est lui qui les arrête tous, et à chaque fois qu'il les arrête ou juste avant qu'il meure, etc., les gens lui disent tous Dieu m'a dit de le faire. Et moi, le seul petit souci que j'ai eu dans le film, c'est la progression de l'enquête qui est un tout petit peu artificielle, comment il arrive à remettre la main sur ce Dieu qui est derrière toute cette histoire, parce qu'il y a un côté oui, j'étais dans la rue, je l'ai vu, il parlait à un blond.
bon, voilà, c'est là on l'a senti, qu'il allait peut-être un peu vite en besogne pour vite boucler tout le côté enquête. En revanche, tout le reste est passionnant. Et je sens que vous avez moi God Told Me Too, j'adore ce film, quoi. Ce film est absolument incroyable. Il y a des scènes. Alors déjà, Tony Lo Bianco, il est génial. Il est vraiment génial. Ouais. Moi, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Très bon. J'aime beaucoup le concept de ce flic qui en fait mène son enquête pas vraiment pour mener l'enquête, mais parce qu'il cherche Dieu lui-même pour sa propre foi. Il est extrêmement croyant. C'est un point tel qu'en fait, il a une histoire avec une femme. Et le problème, c'est qu'en fait, il est déjà marié et que du coup, sa femme ne veut pas divorcer. Et puis lui-même, de toute manière, pour lui, le divorce est un péché. Mais justement, c'est ça la chose, c'est que du coup, sa petite amie n'est pas au courant qu'en fait, ce n'est pas la femme qui ne veut pas divorcer, en fait, c'est lui. Et il va carrément tous les matins à l'église se confesser. Enfin, il est vraiment extrêmement croyant. Et dans un premier temps, donc, on va essayer de chercher Dieu. Et plus il va en apprendre et plus se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un dieu, mais pour lui d'un faux dieu. Pour lui, c'est un devoir de prouver au monde que cet homme n'est pas Dieu. Moi, je trouve que c'est vraiment la partie la plus passionnante du film. L'enquête, on s'en fout totalement, quoi. Même si la révélation sur laquelle débouche l'enquête est quand même assez, oui, elle est osée. Assez osée, ouais. Et en même temps, elle marche à fond. Ah, mais carrément. C'est pas le dire parce que si les gens veulent non, voilà, ça c'est un film sur lequel il faut se laisser porter. Voilà. Et une prestation de Richard Lynch absolument démentielle. Enfin, très lumineuse. Oui, pas que. Et Richard Lynch, si vous ne le connaissez pas, là aussi précipitez-vous sur les performances de cet acteur hors norme avec un visage absolument terrifiant. C'est ça. C'est un ancien brûlé au second degré. Et avec un charisme malade. Qui a joué notamment le méchant dans Invasion USA. Voilà, un des plus grands films de tous les temps, comme tout le monde le sait. Non, mais très grand film, avec pour le coup, en plus, je trouve une mise en scène extrêmement réaliste, mais qui colle vraiment au côté new-yorkais, années 70, été brûlant, oui, complètement, oui. Caméra à l'épaule, et puis pour mieux partir dans le surréalisme quand il faut le faire, et là pour le coup il y arrive avec vraiment pas grand chose, mais là c'est vraiment très maîtrisé. Les apparitions de Dieu entre guillemets sont, il y a un truc visuel tout simple, il joue qui est lié à la lumière mais qui fonctionne à mort, et non vraiment je trouve vraiment que c'est un des films sur la foi les plus troublants, c'est ça. Dans le domaine du film de genre, avec emprise, qui reste mais qui reste en même temps un pur polar fantastique, dans lequel on s'emmerde pas une seconde. Et là on a vraiment pour moi le talent de scénariste de Cohen à son pinacle. Mais justement, c'est là aussi qu'on voit ses limites en tant que réalisateur, je trouve. Parce que tout est tellement bien foutu, en fait, c'est bien joué, il y a une belle photo, il y a un super scénar. Le problème, c'est qu'on sent son manque de patience. On sent l'homme pressé. Voilà, on sent que surtout à partir du moment où il a en boîte ce qu'il faut pour avoir un montage logique, on sent qu'il est parti déjà sur autre chose, et que la post-prod, à mon avis, a dû être pareil. Je pense qu'au montage, ça a dû être funky. Après, j'imagine que tourner en plein New York, c'est pas simple. Je te coupe juste 2 secondes. Larry Cohen est quand même un grand spécialiste du cinéma guérilla. Oui, voilà. Donc comme les Italiens de la grande époque, c'est aller filmer dans les rues sans autorisation. Et justement, Christophe Lemaire, à qui je parlais de cette émission qu'on allait enregistrer, m'a dit j'ai 2-3 anecdotes à te donner. Et une de ces anecdotes, c'était qu'apparemment la femme de Larry Cohen bossait apparemment haut placée à la mairie de New York et a permis d'aider pas mal pour des tournages, quoi. Donc voilà, c'est l'anecdote Lemaire. Parce que merci Christophe, sois béni. La scène d'ouverture, de shooting de personnes par le sniper en plein milieu de New York, ça doit quand même être assez velu à tourner. D'ailleurs, on voit quelques plans où on a l'impression que d'un coup on change de quartier assez radicalement. Oui. Mais non, et puis film extrêmement new-yorkais aussi, la façon dont la ville est filmée. On verra ça avec Q plus tard, qui paraît très new-yorkais dans l'esprit. Q d'ailleurs. Alors après, il y a eu un film. Est-ce qu'on en parle, les films qu'il y a eu entre les deux là? J'ai regretté de ne pas avoir vu Full Moon High. C'est une parodie de Loup-garou philanthropique. Qui paraît-il très drôle. Moi, je peux quand même vous parler de Private Files J. Edgar Hoover. Alors, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de le revoir pour l'émission. Voilà, donc, ça va être très rapide. C'est un téléfilm,
Non, il me semblait que c'était un film. Hein. C'est un biopic en fait sur J. Edgar Hoover. Moi, ce que j'avais trouvé de très intéressant soyons honnêtes, je préfère le Larry Cohen au Eastwood. Voilà, le Eastwood m'a fait chier. Le Larry Cohen, on sent l'homme qui avait une sorte de foi. C'est aussi pour ça que je voulais parler du film, comme on parlait de foi. Je trouve vraiment très intéressant que ce film-là soit directement après God Told Me Too, parce que c'est la notion de foi non pas religieuse, mais de foi dans ce que tu fais. Voilà, d'ailleurs, dans le film qui suivra, It Lives Again, le personnage principal, qui est donc le héros du premier monstre vivant, le père, lui aussi est investi d'une mission qui est de sauver ses bébés. Tout à fait. Et donc, J. Edgar Hoover montre cet homme comme quelqu'un investi d'une mission pour garder cette société au bord du chaos, pour arriver peut-être à la sauver quelque part. Je trouve vraiment le film plutôt pas mal, quoi. Bon voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, je l'ai pas revu pour l'occasion, mais voilà, pour la notion de foi, mais sous un autre angle, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc ce n'était pas un téléfilm. En revanche, sa réalisation suivante, See China and Die, voir la Chine et mourir, est un téléfilm avec des gens extrêmement connus comme Esther Roll et Keane Holiday. Voilà. Que donc nous n'avons pas vu malheureusement, car il n'est pas toujours facile tout ce qu'a fait Larry Cohen n'est pas sorti chez nous, et celui-là en fait partie, d'autant que c'est un téléfilm, mais l'affiche est très sympathique. Voilà, avec un couteau plein de sang et un monsieur chinois derrière. Ah bah c'est parfait. Donc Full Moon High, See China and Die, donc ça c'est les films plus mineurs, on va dire, chez Cohen. Et Q. Mais Q. The Winged Serpent, alias Épouvante sur New York. En France, ouais. Un autre film new-yorkais avec un nouveau fléau surnaturel lâché sur cette pauvre ville new-yorkaise qui en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà. Mais quelle est cette menace? Donc, c'est Q, mais on le sait plus ou moins. Enfin, on le découvre pendant le film, mais c'est pas un gros spoiler. C'est pas un spoil. Il est sur l'affiche. Voilà, c'est un gros dragon, une espèce de serpent volant. Serpent dragon. Bon, Q, c'est pour Quetzalcoatl. Voilà. Le dieu serpent. Voilà, tout simplement. Inca. Renseignez-vous sur Sylvain Durif si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les Incas. Donc Q, c'est un vrai film de monstre. Il y a une enquête, mais c'est vraiment on suit. Très ambitieux très ambitieux au regard de ses moyens investis. De la stop motion, un peu la Ray Harryhausen pour l'animation du monstre. De la stop motion, on a David Carradine, Michael Moriarty, que demande le peuple, voilà quoi. Et là encore, comme pour le reste de ces films, un pitch de film de série B. Mais avec une étude de caractère qui passe au premier plan, puisque le film va en fait évoluer non pas sur l'enquête pour trouver le monstre, mais sur Michael Moriarty, qui est un petit gangster à la petite semaine, une petite frappe, qui veut pas tuer de gens. Il veut pas au début du film, il est engagé pour être chauffeur pendant un casse, et il veut absolument pas avoir d'armes sur lui, etc. Bref, ce casse se passe mal, et Michael Moriarty va être poursuivi par ses collègues gangsters, parce qu'il pense qu'il a les diamants, les bijoux qu'ils ont volés sur lui, alors qu'il les a perdus en pleine rue, puisque c'est un poissard tout pourri, il faut bien l'avouer. Et il va se réfugier dans une tour. Il va se réfugier dans une tour, et c'est là qu'il va trouver l'œuf que couve Q, le serpent géant, et il va donner en pâture. Et du coup, il va avoir l'idée de donner en pâture les gangsters qui le poursuivent à ce monstre, en leur disant oui, j'ai caché les bijoux tout en haut de cette tour, venez avec moi, etc. Donc l'enquête sur le monstre est finalement pas périphérique, et c'est la rencontre entre un petit monstre, un petit malfrat, et un grand monstre qui va vraiment être au cœur de l'histoire. Pour le coup, j'ai pas vu le film depuis longtemps. L'enquête était pas si nulle que ça, moins que dans God Told Me Too. Je me souviens que l'enquête est pas si nulle que ça, mais pareil, la résolution, la découverte de Q.
la découverte de l'enquête, je m'arrêterai là. Oui, avec la nature, pourquoi Q est là. Voilà, et puis, oui, avec ça arrive un peu comme... C'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai que ça tiens, en fait, je t'ai pas dit... oui, c'est toujours pareil, voilà, ce qu'on disait chez Cohen, c'est qu'il y a un côté, bon, faut bien finir à un moment donné. C'est un peu ça, voilà. ouais. Mais c'est vrai que l'adjonction de mecs qui font des sacrifices avec leur masque Maya, etc., en fait, t'enlèves ça du film, le film ne perd aucunement de son intérêt, au contraire, il aura même gagné en unité. C'est ça, tout à fait. Donc là, pour le coup, il y a une volonté peut-être de surexplication qui n'a pas forcément lieu d'être. Après, c'est marrant, en fait, Larry Cohen a fait beaucoup de films d'horreur. On sent que l'horreur en lui-même, ça l'intéresse pas. Non, c'est ça. Et que ce soit dans Le Monstre est vivant, que ce soit dans Q ou même plus tard dans d'autres films, l'horreur en elle-même, les scènes gore, les scènes d'attaque, c'est vite fait, effet gore plus ou moins peaufiné, moins que plus. C'est vraiment pas ce qui l'intéresse, c'est les persos avant tout. Ce qui est dommage d'ailleurs en fait, parce que je pense que c'est ce qui fait à la fois la préciosité et la faiblesse de son cinéma, c'est que on sent que c'est un vrai auteur et du coup il en vient à négliger les aspects aussi les plus jouissifs Oui, tout à fait. Mais du coup, je peux comprendre pourquoi pour certaines personnes, et je pense que Cyril, c'est peut-être son cas aussi, pourquoi le cinéma de Cohen peut être déceptif. Surtout déceptif dans ces films fantastiques. Oui, par rapport à ces c'est que forcément, aussi, tu te pointes, tu veux voir un monstre, bah tu le verras quasi pas. Tu veux voir des mecs se faire bouffer, bah tu les verras quasi pas. Donc quand même, c'est un des rares où on voit quand même. Voilà, tu vois quand même des choses, ouais. Tu vois quand même des choses. Mais on en parlera plus tard. Je pense c'est quand même Returns to Salem's Lot qui, pour le coup, a quelques scènes vraiment bien gorasses. Oui, quelques scènes bien gorasses. Avec Le Monstre est vivant 3, La Vengeance des monstres. Ouais, c'est les deux qui sont un peu plus costauds. Mais d'ailleurs, ça tombe bien, ils ont été faits la même année, de ce que je vois. On en reparlera plus tard. Ouais. Voilà. Donc voilà, Q est là encore New York, ville déesse, filmée avec beaucoup d'amour. Surtout qu'il y a une tentative assez intéressante, même si techniquement elle foire un petit peu de poursuite entre les gratte-ciel. Le monstre se cache dans la lumière et entre les gratte-ciel. Ça typiquement, c'est un film qu'il faudrait refaire aujourd'hui. Avec le même scénario. Il y a beaucoup de Cohen, c'est des films qui pourraient faire des très bons remakes en fait. Complètement. Et là, c'est typiquement le genre de film qu'il faudrait refaire aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs me fait penser à la petite anecdote sur Le Monstre est vivant. It's Alive, donc. Et son remake tout pourri. Il avait non, du coup, en fait, il explique fut une époque, il y avait un réalisateur français qui était venu le voir pour lui demander l'autorisation de remaker son film. Et du coup, il avait eu les films du réalisateur. Il les a pas regardés tout de suite. Il a vu ça plus tard. Et en fait, plus tard, il s'est rendu compte que c'était Gaspard Noé. Voilà. Donc c'était un peu rigolo. Non, par contre, effectivement, le remake de It's Alive, c'est de la merde. Mais Cohen lui-même le dit, si vous aimez mon cinéma, juste ne regardez pas ce remake. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est le succès parce que c'est des petits films faits avec pas grand-chose, mais le premier It's Alive a rapporté 7 millions de dollars, ce qui pour l'époque n'était pas rien pour un petit film d'horreur indépendant. Alors même si j'ai cru comprendre que la sortie s'était faite en 2 fois. Il y avait une première sortie, que ça n'avait pas du tout marché, la campagne de marketing a été repensée, le film est ressorti ensuite, et là il a fait un beau carton avec 7 millions de dollars. Et maintenant que tu dis ça, je crois qu'en fait c'est sur ce film-là où alors désolé, je me trompe peut-être de film, je ne sais plus si c'est God Told Me Too ou Le Monstre est vivant, mais je crois que c'est Le Monstre est vivant. Je crois que le jour de la sortie des journaux où il y avait les critiques du film, je crois qu'il y a eu une tempête qui a fait que les journaux n'ont jamais été distribués. Donc du coup, personne n'a parlé du film. Je crois que c'est sur God Told Me Too. C'est peut-être sur God Told Me Too, mais à vérifier ultérieurement. Et Q, The Winged Serpent, a eu un joli score aussi au box-office. Et une anecdote assez rigolote, c'est que Bruce Willis voulait absolument jouer le rôle de David Carradine. Je veux dire le rôle du dragon. Q, The Winged Serpent. D'accord. Mais ce n'était pas un nom assez connu à l'époque, donc Larry Cohen n'a pas voulu de lui. C'était avant Clair de Lune. Et tout à fait, oui, puisque... il n'a pas bossé dessus, Larry Cohen. Clair de Lune, il a bossé dessus parce qu'il l'a recroisé après sur Clair de Lune. Ouais. Donc Larry Cohen était aussi dans Clair de Lune, donc là aussi encore une série télé en France bien connue qui m'a fait tomber amoureux de Cybill Shepherd. Et un petit peu de Bruce Willis aussi. Et Q pour la petite anecdote. Et justement, c'est marrant, il a beaucoup d'anecdotes comme ça sur comment il a eu les idées de son film. Là, c'est tout simplement, il a regardé la tour Chrysler, il a fait ce sera un endroit super cool pour faire un nid. Bon voilà, ça y est, paf, il a trouvé un film.
Non, mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment, il y a plusieurs de ces films où on imagine presque le scénariste en train d'avoir l'idée, quoi. L'ambulance. Ma femme vient d'accoucher. Et si c'était un monstre? L'ambulance, c'est pareil. Si c'était un monstre qui bute tous les docteurs dans la salle et tout, c'est assez rigolo. Ouais. Et en fait, il y a une pureté dans l'acte. Il y a une pureté ludique, en fait, je trouve, dans la façon dont écrit, et je pense que c'est ce qui fait son succès en tant que scénariste et la qualité de ses pitchs, en fait. Tout à fait, parce que déjà, de base, il arrive sur des idées simples et fortes. Effectivement, comme tu dis, on sent d'où elles viennent. Et après, derrière, il agit vraiment comme un indépendant pur et dur. Je crois que la grande majorité de ses films, si ce n'est tous ses films, c'est lui qui les a produits de toute façon, scénarisés, réalisés. Et puis tu sens qu'il attache. C'est le vrai film, c'est le vrai réalisateur indépendant, le pur. Tu sens qu'il attache une importance à son indépendance parce que je pense qu'il aurait pu, on va dire, en étant un petit peu plus coulant sur certains aspects, avoir des plus gros budgets, mais qu'il veut maîtriser de A à Z. Ce qui est à la fois sa qualité et sa malédiction finalement, puisque c'est peut-être aussi la facture un peu rapide de ces films, un petit peu bâclés aux entournures parfois, qui font qu'il n'a peut-être pas réussi à accéder à des plus hautes sphères. Mais en même temps, moi personnellement, de tous les Larry Cohen que j'ai vus, même ces films dont je ne raffole pas, c'est pas grave pour moi, c'est comme De Palma en fait. Il y a toujours une scène, il y a toujours une idée où je vais me dire c'est juste mortel quoi. C'est vraiment mortel. Et alors que ça va être un film mineur ou autre. C'est le cas de beaucoup de gens qui font des faiseurs, pas dans le sens péjoratif, mais des gens qui font des films parce que c'est leur drogue et tout. Je pense à Takeshi Miike. Takeshi Miike, c'est un gars où souvent même si pour eux t'as toujours une scène qui vaut le coup dans le film, tu dis voilà, rien que pour ça valait le coup d'avoir vu le film. J'ai vu récemment Yakuza Apocalypse que je trouve vraiment globalement assez anecdotique, voire mauvais parfois. Mais pour la grenouille. Pour la grenouille, là tu te dis c'était comme l'époque des combats de coq dans City of Lost. C'était City of Lost Souls, c'est ça? Non, t'as les combats de coq super bizarres. Voilà, les combats de coq à la Matrix. Boulette, voilà. Et alors juste pour vite fait, je prends un tout petit peu d'avance, mais on y reviendra. Une anecdote, c'est que j'ai vu quand j'ai vu The Ambulance de Larry Cohen, dont nous en avons reparlé, c'est là que on va dire le côté fonctionnel de sa mise en scène m'a frappé. Je n'ai pu voir le film que dans une version recoupée en 4 tiers. Alors, le film était tourné en 85. Le DVD américain, il est comme ça. Et ce n'est jamais gênant. Voilà, c'est-à-dire que on a l'impression que le film a été tourné pour la télévision en 4 tiers. Il n'y a jamais un cadrage où on se dit tiens, cet acteur-là, il lui manque un bout d'oreille. C'est voilà. Et pour le coup, je trouve que c'est typique de Larry Cohen, c'est-à-dire de ne pas, il compose pas assez cadres ou très peu. Ça lui arrive parfois, et d'ailleurs quand il le fait, c'est très réussi. Je pense notamment à un travelling arrière du premier Monstre vivant sur le père qui avance dans un couloir sombre avec derrière l'ambulance et les trucs de police qui éclairent le couloir. Le plan est très beau, donc ça lui arrive de vraiment bien composer ses plans, peut-être les jours où il a le temps, mais bon, voilà, c'est quand même un mec qui tourne à toute vitesse et ça se sent. Mais tu sais, je pense que pour celui-là, je vais pas non plus dire que c'est la réalité, mais j'ai l'impression surtout que ces premières scènes, les scènes fortes, c'est les premières qu'il doit réaliser, je pense. La scène de fin de Black Caesar qui est dans la rue en caméra portée, que je trouve est une séquence de malade. Celle-là, j'ai bien vérifié, c'est la première qu'ils ont tournée. Si cette scène-là n'avait pas été tournée, le film se serait sûrement pas fait ou aurait été modifié. Et voilà, moi j'ai l'impression que comme encore une fois De Palma, il y a une séquence qui va le motiver quoi. Qui va le motiver, qui va être le ciment du tout. Et voilà, le reste on le fait dans le temps pour qu'elle existe, pour que cette scène existe quoi. Voilà. Limite, il faut un enrobage autour pour que cette séquence puisse exister quoi. Est-ce que tu voulais nous parler de l'Impasse sanglante, Xavier, que tu as vu et que nous l'avons. Eh bien, avant nous avons Special Effects. C'est avant Special Effects. Mais je me mélange les pinceaux. Special Effects. Special Effects. Film étrange. Film étrange, mais que j'aime beaucoup. Alors, en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que le film n'est pas très très apprécié. Ouais, ce que j'ai lu, alors je l'ai pas vu, mais ce que j'ai lu beaucoup, c'est ça que j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir. On m'a dit que c'était très cheapos, c'était peut-être le film le plus cheapos de Larry Cohen, quoi. Est-ce que vous confirmez? Cheapos, non, parce que très années 80, c'est peut-être ça aussi. C'est ça, il est ultra 80s, mais cheapos non, parce que il n'y a pas d'effets spéciaux. Mais j'ai lu de la merde dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais déjà, j'ai très longtemps confondu le film avec FX, effets très spéciaux. Oui, d'accord. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune. C'est très souvent sur M6. Voilà, je voyais Special Effects, je le louais pas, parce que je me disais, mais non, j'ai déjà vu ces FX et effets spéciaux, alors que ça n'a rien à voir.
FX, c'était génial, FX effets spéciaux. J'adore. Il y a une suite d'ailleurs. Oui, il y a une suite. FX2, il y a une série. Après, ouais. Pour l'info, si vous n'avez jamais vu ça, c'est des techniciens des effets spéciaux qui utilisent leur savoir pour faire des enquêtes. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'était cool. Voilà. Et donc Special Effect. Special Effect, C'est pas du tout ça. C'est un autre pitch. Voilà, Special Effect avec comment il s'appelle, Zoé Lund, l'ange de la vengeance, Ouais, MS-45. MS-45. La belle Ferrara. Voilà, grand film aussi. Et grande femme. Oui. Au destin tragique. Oui, malheureusement. Et Special Effect avec comment il s'appelle, Monsieur Éric Bogossian. Voilà, Éric Bogossian, j'avais plus son prénom. Le footballeur. Là, par contre, on est dans un film qui est une sorte de mise en abîme d'Hollywood. Et puis du métier de scénariste, même à la limite du processus de pensée de Larry Cohen quand il fait ses scénarios. Exactement, c'est le film est assez incroyable, je trouve. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre la mauvaise presse qu'il peut avoir. Le film est plutôt bien tourné, les acteurs jouent plutôt bien, sans être non plus un truc de fou. Là, on est vraiment dans le Hitchcock de Palma, c'est typiquement ça. Enfin, d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup Body Double dans le côté mauvais goût 80s. Voilà. Franchement, si vous aimez de Body Double, vous allez aimer. Est-ce qu'il y a du Relax Ghost to Hollywood? Non, il y a pas ça. Non. Et donc, c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait un film basé sur le meurtre qu'il a lui-même commis. Voilà. Tout simplement. Pour réitérer l'expérience et ressentir à nouveau les sensations. Voilà. Et rien que le pitch est ultra excitant, mais en revanche, je trouve que c'est celui dont le développement du pitch est peut-être un des plus maladroits. Je crois que c'est ça en fait qui me dérange dans le film. Beaucoup de problèmes et Éric Bogossian fait du Éric Bogossian. Ouais. Bon, après on aime, on n'aime pas, mais même autant quand Michael Moriarty fait du Michael Moriarty, il y a encore un côté attachant. Voilà. D'ailleurs, on est un petit peu passé vite fait là-dessus dans Q, Épouvante sur New York, mais alors Moriarty il est en roue libre dans le film. Mais total, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Autant il peut être convaincant parfois, autant là il est presque jamais convaincant, c'est une catastrophe. En plus on n'y croit pas du tout en petite frappe. Il a tellement un physique de mec de Greenwich Village qui sort d'une galerie d'art, mais bref. Et donc là Bogossian, je crois qu'il est moi pour une grande partie dans le ce qui fait que j'ai un peu de mal avec le film, même si j'adore le pitch et Zoé Lund est magnifique. Moi celui qui me pose problème, c'est justement le rôle du mari. Aussi, oui. Cet acteur dont j'ai oublié le nom, j'en suis fort navré, a dû jouer 3 ou 4 fois dans les films de Larry Cohen, mais c'est juste il est assez mauvais. Enfin, c'est pas Brad Rigg. Voilà, c'est ça. C'est même pas qu'il soit mauvais. Sanglante, voilà, on va y revenir après. Il est plutôt fadasse, quoi. Je pense qu'en fait, Larry Cohen, à des moments, il avait besoin de s'attacher à un acteur, essayer de créer une sorte de famille. Ouais, une famille. De toute façon, il y a le côté famille dans son cinéma. Il y a énormément d'acteurs secondaires qu'on retrouve dans tous ses films. Mais je sais pas, avec cet acteur-là, ça a jamais pris, je trouve. Bon, bref. En tout cas, voilà quoi. Special Effect, dont le titre original est The Cutting Room. Tout à fait. Voilà. Regardez-le, vous verrez naturellement tous les hommages à Hitchcock qui sont vraiment pas planqués du tout. Non. Voilà. Non, c'est sûr. Mais vraiment un film étrange qui vaut le coup d'être vu. Justement pour son étrangeté en fait, ça devient très malsain au bout d'un moment donné en fait. Parce que, oui, en fait, ce qui fait que ça va être malsain, c'est que du coup le mari de la femme qui a été tuée par le réalisateur va être accusé du meurtre, et en fait le réalisateur va sauver le mari, mais en contrepartie il veut que le mari tourne dans le film qu'il compte faire sur la femme qu'il a tuée, sans savoir que c'est le réalisateur qui l'a tué. Et du coup, ils vont retrouver un sosie de la femme, où ils vont en fait ils vont la faire jouer avec le mari pour que le mari ait des réactions naturelles vis-à-vis de cette femme qui n'est pas sa femme. Il y a vraiment des choses tordues, mais ultra bizarroïdes dans le film. Ouais. Et la fin aussi est extrêmement bizarre. Enfin bon, regardez, bref. Et donc nous arrivons à La passe sanglante. Alors, La passe sanglante en tant que scénariste ou réalisateur aussi, oui. Donc ça a été tourné la même année. Perfect Strangers. Alors ce film-là est généralement très peu apprécié. En fait, c'est un tueur, un des meilleurs tueurs actuels,
Il est utilisé par la mafia. En fait, cet homme n'a aucun dossier nulle part. Il n'est connu par personne. Donc, c'est le tueur parfait. Et évidemment, au début du film, il va tuer quelqu'un dans une impasse. Et en fait, c'est un enfant de 2 ans qui va le voir. Là où le pitch est assez improbable, c'est que du coup, le tueur s'en va. Et on ne sait pas pourquoi, le monsieur va donc dire à la mafia qu'un gamin de 2 ans l'a vu. Et la mafia veut absolument qu'il aille tuer l'enfant de 2 ans parce que il le reconnaîtrait. Donc du coup, ce que le mec il fait, c'est que lui, il veut pas tuer d'enfant. Donc du coup, il va suivre la mère qui est une mère célibataire et son enfant juste pour voir si l'enfant le reconnaît. Donc du coup, au bout d'un moment, l'enfant, à force de le voir, il le reconnaît. Et du coup, comme la mère a remarqué que le mec les suivait, en fait, elle pense que le mec est là pour la draguer et qu'en fait, il n'ose pas l'aborder. Donc du coup, ils vont se mettre en couple. Là, Laurent peut plus là déjà. Oui, là il partait un petit peu en vrille. Voilà. Larry, quand même. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le côté complètement fucked up du développement, ça rappelle un peu aussi Special Effect où quelque part il veut absolument partir dans une direction que personne n'a vue. Mais là, on a l'impression qu'il essaye artificiellement de. Voilà, il a torché ça bourré un soir. Il a fait le mec, il aura un modèle et tout. C'est au chausse-pied, c'est incroyable. Enfin, le film, tu n'y crois jamais. La mère, c'est la palme d'or de la plus mauvaise mère du monde. Hein. C'est la nana, elle emmène son gamin, elle laisse son gamin dans une poussette à 10 mètres d'elle, là où elle peut pas le voir, pour aller distribuer des tracts féministes. La vision du féminisme drôle, dans le film, t'es juste devant le film. Mais quoi ? En fait, c'est très simple. Hein. Chez Larry Cohen, dans ce film, les féministes, c'est en fait des femmes qui détestent les hommes. Voilà. À un moment, le monsieur, donc, qui s'est mis en couple avec la mère, veut les rejoindre dans leur combat, enfin pas dans leur combat, mais ils sont en train de manifester, donc il vient la rejoindre dans la manifestation. Toutes les femmes autour sont en train de l'engueuler et de le frapper pour qu'il sorte. C'est quoi ce délire, quoi. Mais comme je l'ai déjà dit, même dans ces films, quand on ne les aime pas, il y a des choses des fois énormes, et je trouve que d'un point de vue écriture, il y a sûrement une de ses plus belles idées de tous les films que j'ai pu voir. En fait, le tueur a un tic. Quand il tue quelqu'un, il va dans un endroit où il n'y a personne, un endroit en ruine. Et en fait, non du tout. Et en fait, il va taguer son ombre pour laisser une trace de lui qui n'existe pas. D'accord. Et en fait, il va y avoir il y a toute une évolution sur ces tags qu'il fait avec son ombre. Et l'idée est magnifique. L'idée est vraiment géniale, quoi. Enfin, il y a un plan, moi il m'a scotché, alors que tout le film m'a globalement ennuyé, mais ce plan, il y a un plan en particulier, j'ai trouvé que c'était c'est le plus beau plan de son cinéma, quoi. Mais on est donc d'accord pour dire que le titre français est quand même bien pourri, L'impasse sanglante. Oui, alors L'impasse sanglante, faut juste arrêter. Les mecs ont regardé les 5 premières minutes, on fait c'est bon, c'est l'impasse. En fait, le titre original est Perfect Stranger. C'est déjà mieux, ça colle mieux déjà. Et c'est exactement le film, quoi. Et ça se trouve, ça a inspiré Craig Freeman, le célèbre manga du tueur qui pleure à chaque fois qu'il tue quelqu'un, puisque Craig Freeman a été fait 2 ans après. Oui, c'est un manga qui existait depuis longtemps. Donc, non, 2 ans après. Oh, tu te calmes. Tu te calmes, toi. Mais d'ailleurs, je fact-check comme un taré aujourd'hui. Vous savez qu'au niveau inspiration, moi je trouve ça assez marrant. Il y a quand même certains films qui on peut retrouver des scènes dans des gros films plus récents. Et en l'occurrence, dans God Told Me Too, toute la scène avec les flics je crois que c'est pour la Saint-Patrick, c'est la scène de flics de Dark Knight. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, avec un petit rôle de Andy Kaufman, pour ceux qui connaissent, un humoriste décédé depuis. Oui, en scène par Milos Forman et joué par Jim Carrey dans Man of the Moon. Tout à fait. Du coup, notre ami Larry va revenir à un peu plus de simplicité. Ensuite, et de fantastique. The Stuff. Et de fun, surtout. Les yaourts tueurs, dit comme ça. Le pitch, comment dire, ça commence par un monsieur qui voit dans le sol de sa carrière il travaille dans une carrière d'où on extrait des pierres. Il voit une espèce de matière à mi-chemin entre du chamallow mou et du yaourt qui jaillit du sol, et il la goûte et il trouve ça très très bon. Bon, déjà le mec voit un truc jaillir du sol, le premier truc se réflexe. Il est très confiant. Il est très confiant et cette matière va devenir The Stuff, va être commercialisée et
l'Amérique entière va en devenir folle. Mais un enfant a vu un jour le stuff bouger dans son frigo et est persuadé que c'est une matière maléfique. Et d'un côté, nous avons un espion industriel joué par Michael Moriarty, notre grand ami, qui lui est engagé par les concurrents de The Stuff, qui sont tout dépités de voir ce produit miracle arriver et les éjecter du marché, et il est chargé de découvrir la recette du stuff et donc d'aller espionner dans l'usine. C'est là que nous allons donc comprendre que The Stuff est... on ne sait toujours pas d'ailleurs à la fin du film vraiment ce qu'est The Stuff. Voilà, c'est une matière qui vient du sous-sol de la planète. Apparemment, ouais, imaginez le blob, voilà. Mais à la sauce invasion des profanateurs. Killer Clown from Outer Space. Ouais, parce que c'est un film, c'est une comédie fantastique. C'est très bien que tu parles du blob, parce que moi pendant longtemps j'ai fantasmé ce film-là comme une sorte de blob-like, et quand je l'ai vu d'ailleurs grâce au DVD Mad Movies, j'ai bien aimé le film, j'étais déçu que ce ne soit pas un blob-like, j'adore le blob. J'étais déçu, mais le film est très très sympathique à regarder. Vraiment, pour le coup, quand on dit sympathique, c'est pas péjoratif, c'est vraiment c'est fun. Cool, c'est un vrai ride, ça n'arrête jamais de bout en bout. Ça, c'est très drôle. Les effets sont pas trop dégueux dans les souvenirs. Non, ils sont même assez sympathiques. Il y a une scène top dans l'hôtel aussi. Oui, la scène d'attaque du lit rempli de stuff, parce que c'est bourré d'idées folles. Les méchants à un moment donné pour tuer le héros qui fait son enquête, les méchants qui ne sont, on vous dit pas. Voilà. On ne vous dit pas qui sont les méchants, parce qu'il y a des êtres humains méchants en plus du stuff, mais ils ont un truc bizarre. Et donc les méchants remplissent les oreillers et le matelas où dorme le héros dans sa chambre d'hôtel de stuff. Et d'un coup, il est attaqué par ses oreillers et son matelas. Dit comme ça, c'est ridicule. C'est très drôle et en plus, c'est très bien tourné. Ouais, pour le coup, il y a des inversions, il y a des séquences de jaillissement passées à l'envers. Il y a du décor renversé. C'est ça. Voilà, c'est très inventif et le film est très drôle. C'est une féroce, mais alors féroce. Critique de la société de consommation américaine. Alors là, ça y va, mais au burin et au lance-flamme. Comme toujours, le danger vient d'un truc anodin. Voilà. Dans Gotham et tout, c'était les citoyens. Là, c'est le yaourt. Putain, on verra l'ambulance. Ça sera une ambulance. Voilà, c'est toujours pareil. Et surtout, ça parle très longtemps avant de la malbouffe, en fait. Parce que complètement. Là, c'est les années 80. On n'était pas entendre en parler. Mais là, très vite, il dit qu'en fait, le danger peut être dans la consommation de tous les jours, dans ce qu'on mange. En fait, les produits industriels, d'où ça vient et tout, quoi. Exactement. Il était extrêmement en avance sur son temps à ce niveau-là. Ça m'a frappé en voyant le film. Et comme dans beaucoup de ses films, son propos est toujours d'actualité. Et la fausse pub qui tourne, les fausses pubs qu'il a tournées pour le film sont absolument géniales. La musique du jingle. The Stuff. Enfin, moi, je l'ai eu en tête pendant 2 jours. Et l'affiche est très belle. On voit toute la famille avec une sorte de regard un peu démoniaque qui tient du stuff qui fond dans leurs mains. Très belle affiche, quoi. Non, excellent. Alors là, pour le coup... Si on doit vous conseiller 5 films de Larry Cohen, celui-là en ferait partie, je pense. Oui, sans hésiter. Parce que pour le coup, c'est peut-être celui où l'équilibre entre le B et les qualités d'écriture intrinsèques et l'exécution, en fait, on va dire la concrétisation à l'écran du concept fantastique est la meilleure, je pense, dans ces films en matière d'effets spéciaux, en matière de maîtrise de l'univers. Et puis il va assez loin dans l'idée quand on arrive dans la carrière à la fin, avec le gamin qui est enfermé dans la citerne aussi, excellente scène. Il y a plein de choses excellentes. Un très bon DVD Mad Movies. Mais pour moi, c'est très représentatif de ce du Larry Cohen pour stuff, moi le meilleur de Cohen, et pourquoi Cohen est une des grandes figures du cinéma de genre, parce que il fait jamais des films de genre qui sont uniquement dans le fun ou uniquement dans le propos. Il a toujours réussi à garder ce subtil équilibre, ce qui fait que tu trouveras toujours un truc, quoi. Si toi tu aimes avoir un propos dans ton truc fun, tu l'auras. Tu auras tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je vois peu de réalisateurs actuels qui ont encore ce truc-là, quoi. Non, surtout qu'il avait en plus il faut dire aussi qu'il illustrait ce nous on a tous adoré, et une des raisons pour lesquelles on est là ce soir, c'est-à-dire ces films les petits films. Le problème aujourd'hui étant que c'est que des triple A, des gros blockbusters. Les petits films n'ont plus, les petits films d'horreur, on va dire, de rares exceptions près, d'autres ambitions que d'être des petits films qui vont illustrer un courant. Les gros films sont tellement gros qu'ils sont le risque est contrôlé, donc voilà. Et lui, il incarnait idéalement cette économie entre les deux, où il avait assez de liberté pour faire ce qu'il voulait, assez d'intelligence pour faire des trucs excitants,
Mais il y croyait, c'est pas comme la trauma qui souvent prend ça au-dessus de la jambe. Lui, sincèrement, il aime ce qu'il fait et il va le faire du plus sérieux possible. Voilà, il va suivre son histoire de A à Z. Oui, de toute manière, ses développements scénaristiques sont, à part pour les 2 titres qu'on a cités avant où il est un peu parti en vrille, ils sont quand même en règle générale assez exemplaires, et surtout toujours cette volonté d'aller au-delà du pitch de base qui est déjà excitant pour le nourrir de choses intéressantes et non pas juste, même si j'ai une idée géniale, elle ne va pas reposer sur la répétition d'un motif fantastique qui va être le seul intérêt. Non, c'est les personnages. Là, Michael Moriarty est très drôle parce que pour le coup, il est complètement dans le ton du film. Tout à fait. En enquêteur industriel bien connard, mais aussi extrêmement décontracté du gland, il survole le film avec une espèce de sourire narquois mais beaucoup de blagues très drôles. Et puis alors voilà, il y a quelques scènes bien gore qui du coup sont à la fois inquiétantes parce qu'elles ont quand même une espèce d'étrangeté, on vous dit pas pourquoi, et en même temps très drôle. C'est typiquement le genre de film d'horreur que vous pouvez montrer à votre gamin de 12 ans. De 11-12 ans, où il sera content de voir un truc qui fait un peu peur et qui est quand même un petit peu gore, mais en même temps c'est du gore qui ne prête pas à conséquence, on va dire, puisque c'est pas Cannibal Holocaust. Voilà, c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment du B dans ce qu'il a de meilleur. Voilà. Donc ensuite une suite. Return to Salem Slot. Donc la suite de Salem, les vampires de Salem. Qui donc à l'origine est un téléfilm. Un livre de Stephen King. À la base un livre de Stephen King, adapté par Toby Hooper. Voilà, en long téléfilm de 3 heures. Et là, l'approche de Larry Cohen, je trouve, est assez exemplaire pour une séquelle. C'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve la patte de Larry Cohen. Il reprend l'origine, parce que je crois que déjà, comme toujours chez Stephen King, c'est l'histoire d'un écrivain ou apprenti écrivain. C'était déjà le cas, il me semble, dans l'original. Et là, c'est à nouveau un écrivain, apprenti écrivain qui arrive dans cette ville de Salem dans laquelle il a grandi et qui découvre, très vite d'ailleurs, qu'elle est peuplée de vampires. Les enfants ne vieillissent pas, tous les enfants sont des vampires. D'ailleurs, le film est assez, on va y revenir, mais il est même assez tordu au niveau des enfants. Et en fait, très vite, alors donc ça va pas être oulala, la ville est en veille de vampires, il faut que je m'échappe, mais ils veulent pas, ils ont enlevé mon enfant, pas du tout. Les vampires approchent le héros et lui demandent d'écrire une Bible. La Bible de leur histoire, la Bible de leur culture, la Bible de leur religion, voilà. Et donc, au début assez effrayé, forcément, par ces gens aux dents longues, notre héros va accepter de rester dans cette ville et d'écrire ce livre. Donc, rien que ça, je trouve que c'est l'exemple typique d'une série B qui chope une histoire qui est presque plus, enfin, d'une suite qui propose une histoire presque plus intéressante que l'histoire de l'original, au final. Mais oui, ce film, alors au niveau des détails que je vais rajouter, c'est que le personnage de Michael Moriarty est un homme, je vais pas dire pourri, c'est un homme qui a de l'ambition, c'est un homme que rien n'arrête, aucun sentiment de pitié ou autre. Enfin, l'homme est un robot, c'est un connard, c'est un authentique connard. Voilà, comme souvent Moriarty dans les films de. Voilà. Et du coup, en fait, il va être obligé de retourner aux États-Unis pour s'occuper de son fils qu'il n'a pas vu depuis 3 ans. Ah oui, alors parce que le film, c'est vrai, s'ouvre sur une scène, tu me la mets en tête, assez folle de sacrifice humain. Là, on est dans le film de Cannibal, en fait. Cannibal Holocaust total. Et en fait, le caméraman de Michael Moriarty, qui est en train de faire un documentaire pour le coup, lui dit mais c'est dégueulasse, il faut les arrêter, c'est infâme, je peux pas filmer ça. Et Michael Moriarty qui fait mais non c'est bon, continue à filmer et tout. Et là il y a les flics, il y a les autorités qui arrivent pour arrêter le truc et qui commencent à flinguer à tuer les cannibales. Et Moriarty qui s'énerve auprès des autorités, mais arrêtez, vous êtes en train de foutre en l'air mon documentaire. C'est ça. C'est un bon connard. Et donc du coup il va devoir retourner aux États-Unis car son fils, donc il a pas vu depuis 3 ans, crée des problèmes. Enfin, c'est un ado en colère. Et sa belle-mère, sa mère et son beau-père veulent s'en débarrasser. Voilà. Et donc du coup pour lui, son problème c'est qu'il estime avoir grandi suffisamment. Il attend à ce qu'on le traite comme un adulte. Sauf que pour tout le monde, c'est un enfant et enfin voilà, et ça fait partie. Ça va avoir une importance capitale après pour la suite. Tout à fait, puisque le traitement des enfants, du coup, pour le coup, de ces enfants qui ne sont plus des enfants dans l'âme, mais qui restent des enfants, Larry Cohen n'hésite pas à expliquer qu'ils ont une vie sexuelle, qu'ils se marient, tout etc. À fait. Et ça fait
ça concourt grandement à l'étrangeté du film et à son climat. Et voilà, il y a en fait du coup le père va emmener son fils dans une ville, donc la ville de Salem-Slot, car une tante lui avait légué une baraque dont il s'en occupait pas, mais bon, comme la baraque est délabrée, il se dit bah voilà quoi, ça va être un projet en commun, ça va permettre de recréer les liens avec mon fils. Très rapidement donc arrive le passage où ils vont découvrir qu'en fait ils sont dans une ville de vampires. Là ça prend pas une demi-heure comme la majorité des films. Donc les deux, le père et le fils sont au courant. Le fils, en fait, lui, il va tomber amoureux d'une enfant vampire. Et le père, pendant que l'enfant vampire emmène le fils loin, un petit peu en otage, mais pas vraiment, ça va permettre au vampire de proposer le coup de la Bible à Michael Moriarty. Mais le lendemain, quand le fils et le père se retrouvent, le père commence à engueuler son enfant en disant mais t'as même pas essayé de t'enfuir et tout. Et le fils qui le regarde, il fait mais toi non plus t'as pas essayé de t'enfuir. Et en fait, on se rend compte que les deux sont juste là parce qu'ils ont envie de rester. Et puis surtout aussi pourquoi ? Parce que Michael Moriarty ne s'est pas enfui. Il a vécu. Oh pardon, j'ai fait tomber le bouchon de la bouteille d'eau. Il fait chaud, pardon. Michael Moriarty vivait dans cette ville quand il était jeune, quand il était adolescent, et était tombé profondément amoureux d'une jeune fille très jolie. Et sauf que là, quand il revient, il retrouve très logique. Il devait avoir 4 ans de plus que lui. Je crois qu'il était jeune ado. Voilà. Elle avait 17 ou 18 ans. Et là, quand il revient, il retombe sur cette jeune fille qui a toujours 17 ou 18 ans parce qu'elle a été mordue tout de suite après qu'il s'en aille. Et j'ai vraiment des galères avec mon bouchon. Et du coup, en même temps, en fait, que son fils passe une nuit innocente ou pas avec la jeune vampire, lui passe une nuit avec aussi son amour de jeunesse. Donc c'est vrai que le parallèle entre les deux, le père et le fils, est assez génial. Et donc plutôt que de chercher son fils qui pourrait peut-être avoir des problèmes parce qu'il est avec des vampires, il se tape une vampire. Voilà. Et il demande quand même à son fils le lendemain mais toi t'as pas couché, voilà. Son fils qui a 12 ans. Oui, 12 ans à tout casser quoi. Alors voilà, après le film tombe dans le bis avec des vampires monstres, des vampires monstrueux qui se transforment avec beaucoup de caoutchouc, mais plutôt sympathique. Ça devient assez gore parfois. Je trouve vraiment que c'est une de ces pareils. On retrouve la même qualité que dans The Stuff, c'est-à-dire un scénario chiadé avec plein de choses intéressantes, un bon rythme, et puis Samuel Fuller dans le cast quand même. Tout à fait. Et Tara Reid. Tout à fait. Oui, qui joue la fameuse petite fille vampire. Voilà, oui. Alors, et par contre, celle qui joue la gamine de 17 ans qui n'a pas grandi, qu'est-ce qu'elle joue mal, mon Dieu. Oui, c'est indécent. Voilà. Mais bon. Donc du coup, ensuite, Deadly Illusion, que j'ai le malheur de ne pas revoir. Voilà, donc Wicked the Stepmother, que je n'ai pas vu non plus, mais je tiens juste à préciser qu'il s'agit du dernier rôle de Bette Davis. Tout à fait. Voilà. Qui ne sont pas des films fantastiques, donc quelque part nous ne dérogeons pas. Wicked Stepmother, si, celui-là, si. Je dis une bêtise. Si, Wicked Stepmother. De quoi parle Wicked Stepmother ? Je crois qu'on est un peu dans le trip de Ma sorcière bien-aimée. Ah oui, tout à fait. Maintenant que tu me le dis, j'avais vu la bande-annonce. Voilà. Mais bon, comme aucun de nous l'a vu, voilà. Donc après, The Ambulance. un des plus connus, on va dire. Oui, sûrement. Oui. C'est un film que j'ai fantasmé, pareil que The Stuff, mais là c'était pas. Il y avait Avoriaz en fait à l'époque. Le film était à Avoriaz. Il y avait la bande-annonce qui passait sur les écrans. Venez voir l'ambulance. C'était vraiment un film. Voilà, je m'attendais. Alors c'est très con, je m'attendais à un film d'ambulance tueuse un peu à la Christine. Et alors je t'avoue, moi c'était pareil. Voilà. Et quand j'ai vu le film, que j'ai d'ailleurs vu en fait pour tout vous dire il y a 3 jours, en fait, je me suis enfin décidé à le regarder depuis le temps quoi. Et non, en fait non, c'est pas. C'est bien l'ambulance, mais c'est pas elle qui tue les gens. C'est des infirmiers qui sont dedans quoi. Dans la série, j'ai confondu les films de Larry Cohen avec d'autres films. J'ai longtemps confondu quand j'étais plus jeune ce film avec Appel d'urgence. Ah oui, d'accord. Mais c'est juste pour non, parce qu'il y a une ambulance aussi sur les fiches des deux, il me semble. Alors c'est marrant parce que Appel d'urgence, tout comme l'ambulance, les DVD sont plein cadre parce que c'est MGM, je crois, dans les 2 cas, et donc voilà, il y a bien un point commun. Voilà. Pas celui qui imaginerait, mais voilà. Sauf que Appel d'urgence, ça défonce. Voilà. Ça défonce. Voilà, l'ambulance, c'est rigolo. C'est pas un. Alors le pitch. Alors déjà, c'est un mec dans la rue qui a la grande qualité d'être Eric Roberts et d'avoir une mulette. Grande qualité, je sais pas. Moi personnellement, dans le film, j'ai juste envie de lui mettre des claques. Ouais, mais c'est parce qu'il a une mulette, je pense. Non, mais alors déjà, quand même, il bosse.
Alors, pour ça, oui. Stan Lee. Voilà. Il est Oui, il bosse dessinateur pour chez Stan Lee. Marvel. C'est tourné Et dans les Stan bureaux Lee, de la Marvel. C'est tourné dans les bureaux de la Marvel à New York. Et Stan Lee apparaît plusieurs fois dans Il le a un film. rôle parlant, c'est pas un caméo, Voilà. c'est parce qu'à Oui, l'époque il n'y avait pas Et la il joue- folie Marvel. et il joue Stan Lee. Il joue son rôle de Stan Lee. Il dit Voilà. au gars, vas-y, prends des vacances, repose-toi un peu, machin tout. Il parle, il a un vrai rôle. Quoi. Voilà. Ça, c'est assez rigolo Ça, c'est assez de génial, voir les vrais déjà. bureaux de la Marvel et qu'un mec soit un dessinateur de comic book. Quoi. Donc voilà, Eric Roberts, dessinateur de comic book qui bosse sur Spider-Man avec Stan Lee. Putain, c'est déjà, vous C'est êtes déjà- bien précipité ça, c'est pour voir le comic book. film. Et donc il dragouille une nana dans la rue qui. En fait, il la voit passer Ouais. tous les jours à sa pause de midi et il n'ose jamais l'aborder. Et là, ce jour-là, il dit c'est bon, je l'aborde. Bon, et sauf qu'elle va nous faire un malaise Voilà. en pleine rue. Comme une femme, quoi. Il n'y a pas Véronique, ça y est, tu balances du. Ah non, non. Véro écoutera ce Voilà, podcast. elle va et tu elle va verras. être vénère. Et donc, elle tombe dans les vapes, et il commande une ambulance, et là, très vite, une ambulance arrive, et Suspectement trop vite. Voilà, suspectement trop vite, il l'embarque, et en fait, lui, il essaie d'aller le lendemain, pour le lendemain à l'hôpital, et puis on lui dit non, il n'y a jamais personne qui est arrivé. Là, il se pose des questions, il commence à enquêter, et voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Excellent rip-off B de After Hours. Je Oui, trouve qu'il y a un finalement, c'est ça, côté, c'est la dérive dans une ville. il y a un côté un peu. dérive surréaliste, Nocturne, existentiel, ouais. nocturne dans un New York années 80. Il y a des Alors séquences qu'il n'a assez- pas bien sûr les qualités formelles et d'atmosphère du Scorsese, mais il y a quand même un côté trip détendu du slip. C'est très c'est ce qui m'a surpris en fait, voilà. dans le film, c'est que c'est mais pas trop gentiment tendu, inquiétant. Et puis le méchant. Si vous Ah oui, voulez. ben oui. Le méchant. Qui est le méchant de cette excellente série que tout le monde adore ici, c'est-à-dire Les Amour, Feux Gloire de et Beauté. l'amour. Dans les Feux de l'amour, oui, Ouais. pardon. Voilà, donc c'est. Je c'est suis aussi spécialiste. donc voilà, le méchant est joué par un des acteurs phares des Feux de l'amour. Ouais, je ne me rappelle pas son nom, mais Ouais. c'est C'est, l'acteur moustachu. Il a un tout à petit fait, côté Timothy Dalton, je trouve, dans Hot Fuzz. Eric Braeden. Voilà, merci. Et ben, vous apprendrez que Eric Braeden, en fait, a été choisi. Il y avait un autre acteur qui devait jouer le méchant, qui a lâché le film peu de temps avant le début du tournage. Et en fait, c'est la mère de Larry Cohen qui lui a conseillé Ah oui. de prendre cet Elle acteur devait parce être, qu'elle était fan de la série. Voilà. Mais il est pas mauvais hein, dans le truc. non, hein. non, il est très bon. bien. Il est On voit vraiment pas très beaucoup, bon, quoi. mais je trouve qu'il fait bien le job, quoi. Ah, mais c'est clair, Un il peu a, fou, il a quoi. beaucoup de dignité dans le rôle d'un scientifique fou, donc enfin non, il le fait bien, quoi. Non, puis je trouve que le film là aussi a un rythme assez. Donc les péripéties, Eric Roberts qui est un peu qui joue Il un rôle un possard, peu à la hein. Moriarty, hein, c'est-à-dire le mec qui est quand même très détendu, dragueur, vanneur, Ouais. etc. et qui se met dans des trucs pas possibles et qui s'en sort toujours avec notamment cette scène où il est confronté à des. Mais d'ailleurs là c'est un petit peu fucked up. C'est un peu les dérives de Larry Cohen, mais quand il est confronté à une bande de voyous qui commencent à Oui, le tabasser, oui, oui, etc. Et qu'après d'un coup arrive l'ambulance avec les méchants dedans pour l'embarquer, et là il arrive à monter les jeunes contre les ambulanciers. Et bande Et, de jeunes, il y a voilà. de la drogue dans Voilà, il y a de la l'ambulance. drogue dans l'ambulance. De la drogue. Ah, alors les jeunes punks veulent absolument se battre contre les ambulanciers. Et les ambulanciers qui sont aussi d'ailleurs très très maladroits aussi quand même. Oui. Ils n'arrivent jamais quasiment à faire ce qu'ils veulent et tout. Oui, oui. C'est ça qui Mais m'a surpris, c'est je peux que. le dire, hein. Oui, c'est des quiches, mais ce qui m'a surpris, c'est que je pensais vraiment que c'était un truc inquiétant, et en fait, quand on les voit, déjà, ça humanise cette ambulance, et ils ont l'air d'être deux abrutis, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que le film commence très curieux. presque comme un truc. Il peut presque entretenir une ambiance un petit peu fantastique, alors que ça reste il y a un élément vaguement fantastique pour les motivations du méchant, Oui, mais plus scientifique, scientifique. Mais ça reste une espèce de Ah, polar. c'est sûr. Et par contre, il défonce des murs polar. constamment avec son ambulance. Oui, oui, Ça, c'est rare. Dans l'abondance, c'est quasiment que des plans d'ambulance qui défoncent des murs. Oui, c'est Et ça. en fait, ils sont tous ceux qui les mettent dans le film, ils sont dans La scène de la boîte de nuit, d'ailleurs, avec l'ambulance qui arrive, est Ils vont dans une excellente. boîte de nuit, en fait, l'ambiance est dans la boîte de nuit. Ouais, ouais, Comme ouais. si c'était un décor et tout. Oui, ça, c'est- oui, non, mais- bizarre. Et en fait, c'est au-dessus, non? Il y a des trucs. Enfin, la séquence de la boîte de nuit, elle est assez space, en fait. Mais moi, la déception sur l'ambulance, c'est surtout. Bon, moi, c'était surtout à l'époque quand je l'avais vu. Hein, j'étais pas spécialement spécialiste de Larry Cohen. Ouais. Moi, c'est vraiment le côté, comme tu dis. Moi, je m'attendais à voir un film d'horreur, et puis, c'est pas vraiment ça, Non, quoi. non. Mais par contre, en le revoyant après, en ayant un peu plus de connaissances sur Larry Cohen. Moi, ce qui me gênait, c'est que je retrouvais pas ce truc habituel, quoi. Ce côté, il y a le pitch, mais
il y a pas la critique, il y a pas les persos. En fait, je trouve que grâce à l'abattage de Roberts, qui est qui il est, mais quand il est à l'écran, il se passe toujours quelque chose parce qu'il est tellement à 2000%. Et on limite, tu vois, encore un peu la poudre blanche sous le nez, tu vois. Mais non, puis il y a James Earl Jones aussi dans le rôle de flic. Oui, qui ne joue pas assez, qui est un petit peu. Non, il est un peu. Non, mais par contre, il y a une scène excellente. La scène où il a bobo. Et voilà, c'est pour pas vous spoiler. Il y a un très beau plan en matière de mise en scène où l'ambulance manque de le tuer et il se relève avec le pistolet. Il y a un mouvement de grue derrière, enfin qui part de très haut alors que l'ambulance fonce sur lui et qui descend derrière lui. Ça, c'est un des très beaux moments de mise en scène du film. Donc j'ai dit la fliquette, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait il cherche à... On peut spoiler ou pas? Tout le long du film, il cherche à trouver la nana dont il est amoureux. Il remue ciel et terre pour la trouver, donc il se trouve avec aidé par une nana flic et tout. Et bon, je suis désolé, je spoil, mais non. Si, vas-y, parce que c'est tellement. Et en fait, au moment où il l'a enfin retrouvé, qui lui dit j'ai tout fait pour vous, il fait, ah super, appelez machin. Il fait mais c'est qui machin? Bah c'est mon boyfriend. Et là il fait. Putain. Et il se barre. Il se barre avec la finalement il se barre avec la fliquette. Il a pécho la fliquette. Qui dragouillait déjà quand même plus ou moins pendant tout le truc. Quand elle lui annonce mon boyfriend. Et là on se dit mais en fait ça peut être n'importe qui. En fait un bêta qui veut aider la princesse. Et en fait mon mec. Non mais c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le film. C'est drôle. C'est-à-dire que pour le coup où Larry Cohen a quand même, à part The Stuff, mais quand même globalement passé beaucoup de temps à prendre très au sérieux ses univers, ses pitchs, etc., avec la qualité que ça a donné. En revanche, je trouve que quand il se lâche et qu'il se prend moins au sérieux, que ce soit dans The Stuff ou là, il y a un côté bonne humeur qui porte tout le truc et qui est vraiment de qualité. C'est pas, disons que je trouve qu'il fait l'humour avec autant de savoir-faire qui fait le reste en fait, en termes d'écriture. Et alors, Ambulance, voilà. Il y a des péripéties tirées par les cheveux, notamment les cheveux de Eric Roberts qui sont beaucoup trop longs. Il y a en matière de mise en scène des scènes de fulgurance et puis des moments assez plats. Puisque comme on disait tout à l'heure, toi aussi tu as découvert du coup Cyril le film en 4/3 du coup encadré et voilà. J'ai regardé en VO du coup apparemment la VF est très nanar on m'a dit. J'aimerais bien j'imagine. Ouais. La VF peut-être tu l'avais dit quoi comme ça toi? Moi j'avais vu la VF. Apparemment la VF aide pas à apprécier le film apparemment. C'est atroce Eric Roberts en VF. Oh là là. Mais pour le coup, voilà, c'est peut-être le dernier film en tant que réalisateur, en tout cas assez estimable de Larry Cohen. Bah du coup, As Good As Dead, moi je l'ai pas vu. Alors peut-être qu'on peut d'abord parler de. En scénario, on a raté quelques trucs. Pour l'instant, en fait, il y a une collaboration avec Bill Lustig. Tout à fait, Maniac Cop. Les Maniac Cop, du coup, qu'il a produit du coup et qu'il a scénarisé. On peut en parler, ça. Et puis, alors, il y avait un film assez sympathique qui s'appelle en français. Tu vas m'aider, Xavier, puisque j'oublie toujours le titre français, avec James Woods et Brian Dennehy. Aussi avec le titre français, donc le titre c'est best-seller. Et le titre français, on va vous trouver ça tout de suite. Fact-checking. Donc best-seller, le pitch assez excitant aussi. Brian Dennehy. Voilà. Et réalisé par John Flynn, ouais, si je ne m'abuse. Alors donc Pacte là, avec un tueur. Voilà. Pacte chez Wildside très récemment. Alors pour le coup, Larry Cohen n'est que scénariste, mais en matière de pitch assez sympathique, on trouve bien sa patte, puisque c'est l'histoire d'un flic blessé pendant une attaque de gangsters qui prend pas sa retraite, mais en revanche qui profite de son expérience pour écrire un bouquin qui devient un best-seller. Et du coup il mène cette étrange carrière, double carrière de flic écrivain, et là il doit écrire un nouveau bouquin, sauf que il a un peu de mal à s'y mettre, et il reçoit un jour un coup de fil d'un homme qui est joué par James Woods et qui dit être un tueur pour le compte d'un mafieux, enfin d'une espèce de plutôt d'industriel, enfin mania de l'immobilier mais magouilleur et mafieux en loose day, et qui dit à l'auteur, qui est joué par Brian Dennehy, moi je vais vous fournir du matos pour écrire un bouquin sur moi, etc. Et donc c'est ce tueur à gages et ce flic écrivain se retrouvent à collaborer ensemble et à être à la fois ennemis et amis. Voilà, c'est deux très bons acteurs, même si Brian Dennehy dans les scènes d'action il a un petit peu de mal à aller vite, mais James Woods est absolument génial. Dieu sait que je déteste humainement ce monsieur, mais Dieu sait qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, je me dis putain, quel putain d'acteur. C'est ça. Voilà, donc là pour le coup, un pitch très bien tenu de la part de Cohen, et une réalisation, John Flynn, il y a quand même
quelqu'un qui a touché à des plus gros budgets et qui connaît peut-être mieux son boulot de réal que Larry Cohen en matière de rythme pour chiader les images. C'est comme le mec qui a fait Justice sauvage et Haute sécurité, qui sont pas des énormes films mais qui sont très très solides. Donc voilà, là pour le coup aussi. Comment Rolling Thunder. Rolling Thunder, mais oui, bien sûr. Bah oui, j'ai oublié. Légitime violence. Donc voilà, c'est un des films de Larry Cohen en tant que scénariste qui vaut bien le coup d'être vu. Et donc Maniac Cop, pareil, autre fleuron de la carrière de scénariste de Larry. Et qui reprend le principe de quelque chose à la base qui est censé nous réconforter, comme la nourriture dans The Stuff ou l'ambulance, devient notre ennemi en fait. C'est l'ennemi et quelque chose de rassurant. Et encore une fois, le principe toutes les personnes qui vont porter des uniformes, en fait, ce qu'on regarde, c'est l'uniforme, ce n'est pas le visage. Et là, littéralement, dans Maniac Cop, c'est ce qui va se passer. Oui. On voit l'uniforme. Donc Maniac Cop, puisqu'on a besoin d'expliquer Maniac Cop, Robert Zda. Vous avez tous vu Maniac Cop. Comme vous serez tous d'accord pour dire que Maniac Cop 2 c'est le meilleur. Voilà, bon. Que le 3 c'est fait avec des bouts de ficelle un petit peu. Voilà. Et puis non, dont on attend du coup le remake produit par Nicolas Winding Refn, réalisé par. Normalement, le mec qui a fait le fils de merde. Oui, tout à fait. C'est lui, le John Hyams, le fils de Peter Hyams, qui a réalisé les meilleurs Universal Soldier, dont le 4. Qui était passé au pif en 2012. Chef-d'œuvre le 4. Exactement. Projection qui a beaucoup marqué les gens à l'époque. Oui, j'y étais. Et surtout en version uncut. Ouais. Film extrêmement énervé. Extrêmement bourrin. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Il a aussi fait pour Lustig, il a aussi fait Uncle Sam. Mais avant Uncle Sam, tu oublies quelque chose de très important. Son travail sur Body Snatchers de Monsieur Ferrara. Tout à fait. Voilà, bon, après, je pense qu'il a juste fait partie d'une armada. De script. Bon, c'est plus pour la forme. Donc après, on arrive effectivement Oncle Sam, donc encore Monsieur Lustig, et aussi une anecdotique. C'est un soldat qui revient du Vietnam et qui, j'ai jamais vu, mais c'est un truc qui est un zombie, je crois plus ou moins, il bute des gens, c'est une sorte de truc un peu à la Maniac Cop. Du coup, je vais quand même revenir sur son dernier film en tant que réalisateur. Je parle vraiment de film pour le cinéma, Original Gangsters. Donc le troisième film qu'il a fait avec Blaxploit et voilà, donc Fred Williamson, Blaxploit. Original Gangster est assez intéressant parce que je trouve qu'il y a un petit peu les germes des Expendables dedans. Et il a voulu réunir les fleurons du Blaxploitation. Voilà, on a quand même des grandes figures, Fred Williamson, Pam Grier. On a, certes il est blanc, mais on a Robert Forster. Et le film est pas génial, quoi. Il est très marqué années 90. La musique est très bien, mais voilà, quoi. On sent vraiment le film de gangster de rue. Ce qui est très intéressant dans le film, encore une fois, et maintenant que j'en parle, c'est vrai que généralement c'est souvent les débuts des films de Cohen qui sont marquants. Enfin, en dehors de toujours sa scène marquante, c'est quand même aussi souvent le début. C'est que on passe dans la première demi-heure à vraiment t'expliquer comment on en est arrivé là. Comment ce quartier où il y avait une usine, c'était une aciérie. À un moment, elle a décidé de virer 70% de son personnel, et du coup, on t'explique comment les gens réagissent suite à ça, la décrépitude qui est arrivée au fur et à mesure, et on cherche vraiment à te faire comprendre comment la misère sociale peut arriver aussi rapidement, aussi facilement. Et c'est vraiment l'élément qui est vraiment très important et intéressant. Après, le reste, le problème, c'est que voilà, quoi, c'est Expendables. Trop tôt, en fait. Trop tôt, et puis ils ont tous un peu de mal à. Est-ce qu'il y avait Jackie Brown à l'époque, 96 Oui, je pense. Je crois que le film était plus ou moins dans la mouvance du retour en grâce de la Black ça a pu se monter, je pense, grâce au succès de Jackie Brown. Il y avait Pam Grier et Forster dans les deux films, du coup, tous les deux et du coup, à la base, le film, c'est une coproduction. C'était tourné l'année avant Jackie Brown. Mais en revanche, une coproduction de Fred Williamson. Ouais. Et il n'y avait pas. Alors, je dis peut-être une bêtise, je vérifie en même temps, mais c'était pas aussi une production Corman ?
Quand Non, même, non, je dis une non, bêtise. il ne me semble Non, pas du tout. Mais c'est marrant parce que Expendables, je vois, il avait fait pour à Hong Kong avec Gallant, avec tous les anciennes gloires de la Show Brother et tout. Et souvent, ces films-là marchent pas en fait. Et même le film de John Woo. Qu'il avait fait pour Chang-Chi. Oui, voilà, le film pour Chang-Chi pour sa retraite. Ah, tout à fait. Mais alors, le titre m'échappe. Bon, voilà, mais oui, qu'il avait fait pour payer la retraite de Chang-Chi qui n'avait plus un rond. Oui, tout à fait. Parlons aussi du coup d'un autre boulot de scénariste de notre ami qui a pas mal marché, c'est Phone Booth, donc cabine téléphonique, qu'il a vraiment mis au devant de Hollywood. Oui. C'est un scénario qui a longtemps, et ce qu'on appelle le développement F, qui a longtemps traîné en fait dans les mains de plein de gens. Oui, et il y a eu une guerre d'enchères entre plusieurs studios pour se l'approprier puisque le pitch était très excitant et qui est finalement presque le même pitch que le début de God Told Me To, puisque cette fois c'est l'histoire d'un sniper, c'est l'histoire d'un monsieur qui répond à une comme dans Appel d'urgence d'ailleurs. Voilà, qui répond à un appel dans une cabine téléphonique sur Times Square. Sur Times Square, et au bout du fil, un monsieur lui dit: je suis un sniper, j'ai un fusil, je te vois, si tu sors de la cabine, je te tue. Voilà. Et bim, va démarrer un film là-dessus. Voilà. C'est un peu comme tous ces high concepts comme il y a eu. Tout à fait. Il n'y avait pas une histoire comme quoi c'était lié à une idée de Hitchcock. J'avais lu. Si, tout à fait. En fait, c'est la scène de Tippi Hedren qui va se cacher, qui essaie de se sauver des oiseaux en se cachant dans une cabine téléphonique. Et du coup, l'idée c'était, mais si je faisais un film qui se passait uniquement dans la cabine téléphonique. Donc tout le film se déroule autour et dans la cabine téléphonique. Et ils ont pris du coup un des plus grands réalisateurs en activité pour réaliser les films. Voilà. Ouais. Joel Schumacher, quoi. Joel Schumacher, qui a fait des qui c'est son meilleur film, je crois, en fait. Il a fait quoi de mieux? Batman et Robin, bien sûr. Non, t'as pas dire 8 mm, mais je suis pas fan. C'est Tiger, c'est pas mal. Chute libre. L'expérience interdite. Chute libre, c'est cool, quoi. L'expérience interdite. C'est nul. Non, c'était pourri. Vivement le remake. Oh non, mais ça pourra jamais être aussi bien que l'original. J'adore l'expérience interdite. Vous êtes fous. C'était nul. Le fantôme de l'opéra. Non, je rigole. Ah oui, ça quelle horreur. Ça c'était Rococo. Je me rappelle à la projo de presse, je me suis endormi. Je me suis réveillé 10 minutes plus tard, c'était la même chanson. Même décor. Non, mais non, arrêtez. Non, Blood Creek, c'est rigolo aussi. Bref, en tout cas, nous ferons avec Fassbender. Nous ferons un podcast sur Joel Schumacher. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de quoi faire. Un podcast, on va pas dire du bien de tous les films, ça c'est sûr. En attendant, Phone Game reste déjà une distribution quand même sympathique. Oui, donc il y avait déjà parce qu'il y a Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Radha Mitchell, Cathy Holmes, n'en jetez plus. Et puis alors, il y a quand même eu le film a donc mis un petit peu de temps à se faire vu que les studios se sont tirés la bourre. Une fois qu'il a été acheté et que Joel Schumacher l'a fait, le film devait sortir. En revanche, il y a eu un fait divers sanglant, un sniper a tué des gens dans je ne sais plus quelle grande ville américaine, ce qui fait que le film a été repoussé je crois bien 2 ans quasiment. Et donc qu'il est sorti bien plus tard, une fois que on va dire que les choses s'étaient calmées, ce qui n'a pas empêché de bien marcher. Très bien marché. Ça a très bien marché, ouais, c'est il me semble qu'il y avait un côté un petit peu moraliste. Oui. Mais après je me suis toujours demandé s'il venait de Larry Cohen ou de Schumacher. Difficile à dire. Moi, c'est surtout la résolution du film. Je trouve que ça ressemble pas trop à du Larry Cohen, mais après difficile de dire. On n'est pas dans le secret des dieux, comme tu aimes le dire. Donc, plus aucun souvenir. Moi, je l'ai vu un seul à l'époque et depuis. Moi, le concept m'excitait à mort. Voilà. C'est comme Buried, c'est les concepts fous. On se dit tiens, qu'est-ce que ce serait de se retrouver enterré, voilà, avec juste un briquet. C'est pareil. Qu'est-ce que ce serait de. Et là, il va tenir quand même. Il tient le film se tient. On n'est jamais ennuyé. Le film se tient. Ça, on s'ennuie jamais. Mais voilà, pour moi, c'est plus le message qui, pour moi, ne ressemble pas à du Cohen. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il y a eu une petite repasse sur le scénario. Un petit nettoyage. Voilà. Alors, pour info, le film a coûté 13 millions de dollars et on a rapporté juste aux États-Unis presque 47 millions. Ouais, bim. Et donc du coup après il y a eu la suite de ces scénarios. En fait il y avait 3 scénarios à cette époque-là, parce que certes il y a eu la bataille pour avoir le scénario, mais il y avait aussi 2 autres scénarios qui tournaient à Hollywood, donc c'est pour ça qu'il a vraiment été mis en avant. Et donc après nous avons Cellular. Voilà, le premier c'est Cellular qui a eu dans le remake. Voilà, et donc Cellular, encore une histoire de concept sur une femme enlevée qui va essayer de se sauver, enfin une femme enlevée, emprisonnée dans un coffre,
qui a un téléphone portable. et qui va essayer de trouver quelqu'un pour l'aider. En fait, c'est Funboss, mais version mobile, en fait. Voilà. Non, Voilà. c'est ça, Ouais. en fait, c'est le Globalement, ouais. c'est le lien, c'est ce téléphone-là. quoi. Donc, si on en croit les crédits, Larry Cohen n'a pas écrit le scénario, mais le traitement, Voilà. l'histoire. Et c'est Chris Morgan, un scénariste réalisateur qui a beaucoup bossé, notamment sur X-Files, qui a écrit le scénario. Et quelques années plus tard, de l'autre côté de la planète, à Hong Kong, Benny Chan réalise Connected, qui est un remake. Voilà. Du film, avec du coup crédité au générique Larry Cohen et Chris Morgan. Moi, c'est marrant parce que j'ai vu le remake, mais j'ai pas vu Captivity en fait. D'accord. Voilà. Bon, bah, comme quoi. Captivity ensuite. Alors là pour le coup, Captivity, c'est vraiment un film étonnant. Oui, mais même sur le papier. Hein, Oui. Déjà, t'as quand même Larry Cohen au scénar, Roland Joffé à la réal pour faire un torture porn. C'est ça. Voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment le genre de projet où tu te dis what the fuck. Avec en plus quand même la magnifique Elisha Cuthbert en torturé, donc il y a pire à torturer que Elisha. Film qui est qui surfe à la fois sur le torture porn, mais qui est aussi beaucoup plus qu'un torture porn, une espèce de réflexion malade sur le voyeurisme. Enfin, c'est à la fois très malsain. Je sais pas, il faudrait que je le revoie. J'étais sorti de la projection un peu chamboulé parce que je m'attendais à un truc à la fois plus lambda, en même temps quand tu voyais les gens au générique, tu t'attends à un truc plus vraiment pas lambda et tu tombes dans une espèce d'entre-deux où ça reste un film qui est assez formulatique, comme disent nos amis ricains, c'est-à-dire qui reste quand même dans ses clous de torture porn un petit peu dégueu, mais qui propose des saillies assez étonnantes. Marcel. Non mais pareil, je savais pas trop quoi en penser quand j'avais vu le film. C'était étrange, pas exactement ce que j'attendais, ce qui en soit une bonne chose, mais pas, enfin je sais pas. Surtout j'ai du mal à voir la patte de Larry Cohen dans le scénar. Ouais, pareil. Alors après il est pas le seul à avoir bossé dessus. Je crois qu'ils sont plusieurs au générique. Il l'a écrit avec un monsieur qui s'appelle Joseph Tura. Visiblement ils l'ont écrit à deux. Donc est-ce que c'est le seul scénario qu'a écrit ce monsieur d'ailleurs. Je sais pas si ça a influé sur le fait qu'on retrouve moins de pattes de monsieur Cohen dedans, mais je sais pas, c'est peut-être à revoir avec en tête justement tout le bagage de Cohen derrière possible, pour voir s'il pourrait possible. rester dedans. C'est pas possible que ce soit justement peut-être plus intéressant que ce qu'on peut en penser au premier abord, mais en tout cas voilà, un torture porn qui sort un petit peu du lot, qui est à la fois très méchant et à la fois un petit peu plus intelligent que la moyenne, mais aussi un peu putassier. Et pour finir donc le Master of Horror. De Master of Horror. Parce que, en fait, Original Gangsters, c'est 1996. Et après Original Gangsters, il a décidé en fait de se consacrer principalement au scénario, d'arrêter la réalisation. Sauf que, bon, comme on vous le dit depuis le début, c'est un grand monsieur, c'est une des dernières grandes figures du cinéma de genre. Donc forcément, sur Master of Horror, il a fait partie des réalisateurs appelés. Et il fait partie, je crois que son scénario, enfin, je l'ai pas tous vu, mais il fait partie quand même des meilleurs, hein, Pick Me Up dans les souvenirs. C'est un de ceux qui est le plus apprécié. Alors, malgré tout l'amour que j'ai pour Larry Cohen, ce n'est pas mon point de vue. Voilà. Mais je suis d'un scénario plutôt malin et fun à regarder dans les souvenirs. Alors on pouvait expliquer le scénario. Vas-y, Xavier. Alors en fait, on va suivre un car qui donc on a Fairouz Balk dedans. Voilà. Donc déjà ça. Dangereuse Alliance. Pour ceux qui connaissent, pour les vrais qui connaissent, ils savent. T'as vu ça, putain. Je me suis refait voir ce film-là. Et j'en suis très fier. Fairouz Balk forever. Ça c'est pervers les gars. C'est toi qui me disais que les différences d'âge, tout ça comptait. Non mais surtout c'est le pervers d'avoir vu ce film-là, je veux dire. D'avoir vu Dangereuse Alliance. Ah ouais putain. Un jour je t'expliquerai comment j'ai vu Dangereuse Alliance en s'en posant de cacahuètes. Donc bref, pour revenir à nos moutons, Master of Horror, on va donc suivre un car comme il y en a tant aux États-Unis. On est on suit donc plusieurs personnes en fait qui traversent les États-Unis et à un moment le car va avoir un problème mécanique. Un camionneur joué par Michael Moriarty va venir en prendre quelques-uns
et pendant qu'il part avec certains d'autres restes au niveau du car en question, et ce car va être abordé par un monsieur habillé un peu en cow-boy, très fan de serpents apparemment. Le truc qui est rigolo, donc pendant que Fairouza Balk, elle a pris la tangente, elle voulait pas rester, elle voulait pas partir avec le camionneur, donc voilà. En fait, les deux hommes qui ne se connaissent pas sont en fait chacun des tueurs en série, mais chacun avec un style différent. D'ailleurs, Larry Cohen les a un peu conçus comme faisant par chacun partie d'une faction politique différente. Et en fait, ils vont laisser des traces qui vont attirer l'attention de l'autre. Et donc, du coup, chacun va devenir à la fois fan du travail de l'autre, tout en développant une sorte d'esprit compétitif au début très mignonnet, jusqu'au moment où ils vont retrouver tous les deux Fairouza Balk et chacun va vouloir en faire sa victime. Et donc là, ça va être assez compliqué pour eux, puisque bon, certes, Fairouza Balk n'est pas une femme qui va se laisser faire, et chacun des deux espère bien que l'autre va lui laisser la proie, mais l'autre n'est pas d'accord, et ça devient une question d'honneur. Voilà. Savoir que c'est une sorcière pourtant, je veux dire. Merde, c'est quand même un super pitch. Le pitch est mortel, mais j'ai trouvé que pour moi le traitement est trop long en fait. C'est au bout d'un moment, ça dure quoi, 50 minutes quoi, un Master of War, 50 minutes, 1 heure. T'as l'impression que le truc il dure 2 heures quoi. C'est quand même long. Je suis chafouin. Je suis peut-être un peu chafouin, j'étais peut-être un peu fatigué. Moi je l'ai pas revu, mais j'en ai gardé un truc. Moi personnellement, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que du coup, en me retapant là, beaucoup de films du réalisateur, en fait, c'est vrai qu'il a réussi à mettre des détails sur ses filmographies. Enfin, c'est vraiment c'est sa compile quoi. Je vais pas dire chant du cygne, mais voilà quoi. C'est son hommage à lui-même. Le best-of, quoi. Voilà, c'est le best-of. Il y a vraiment plein de petits éléments du style de l'art. Michael Moriarty. T'auras une ambulance à un moment. Il y a un dragon. Non, il y a un moment, il y a une publicité pour aller voir un bébé monstre. Il y a plein de petits éléments comme ça qui sont mis, mais qui sont utilisés en plus par le scénario. Tu vois, on n'est pas dans le mode je te fais un plan, une référence, basta. C'est c'est un plan, une référence, et les acteurs rebondissent sur ce truc pour faire quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose de plus construit que d'habitude. En dehors de ça, voilà, moi je n'ai pas adoré l'épisode. Bon, après c'est un épisode qui pâtit aussi un petit peu de la patte Larry Cohen en matière de mise en scène, surtout adapté dans un cadre télévisuel. Donc forcément, il y a eu quelques épisodes c'est pas le Takashi Miike en matière de... ou même le John McNaughton qui était visuellement à tomber par terre. C'est Larry, c'est le gars old school qui fait le fonctionnel, qui capte le fonctionnel avant le style. Mais c'est marrant en fait, Larry Cohen pour moi c'est, je me rappelle un jour un assistant réalisateur m'avait dit que dans un tournage, surtout quand il n'y a pas beaucoup de pognon, il y a 3 degrés, il y a l'utile, le bon et le beau. Et d'abord à la fin de la journée, le but c'est d'avoir l'utile, c'est d'avoir engrangé l'utile. Si jamais tu as un petit peu de temps, tu fais le bon, et si vraiment toutes les conditions sont réunies, tu fais le beau. Et Larry Cohen, j'ai vraiment l'impression que c'est un de ses préceptes, c'est-à-dire d'abord c'est l'utile, il chope l'utile et il l'a toujours, donc ça fait toujours le job. En revanche, tu sens les moments où il peut avoir le bon ou le beau, il le fait, mais qu'il n'en a pas eu des masses en fait, des moments où il a pu. Et justement sur ce que tu dis, c'est que sur Pick Me Up, il y a eu justement l'élément, le hasard qui a fait qu'il a pu avoir du beau. C'est qu'en fait il y avait du brouillard à un moment, et il a utilisé le brouillard pour les meilleures scènes de l'épisode, qui sont des plans très beaux et tout. Ce n'est pas fake, ce n'était pas prévu, c'était sur le moment, et il a modifié en fonction, voilà, tout simplement. La patte Larry. Eh bien voilà, j'aurais juste proposé un petit atelier pratique pour nos auditeurs. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas, vous prenez 3 haricots verts, vous formez la lettre N avec, et vous aurez l'haricot N. Je suis désolé, je m'excuse pour lui. Non, moi j'applaudis des 2 pieds. Voilà. Parce que les 2 mains, faut pas déconner. Bon, on vous remercie en tout cas. Voilà, et regardez du Larry Cohen. Oui, voilà. Ne serait-ce que si vous voulez, par exemple, si vous avez envie de devenir scénariste, regardez du Larry Cohen. C'est une très bonne école pour voir comment on peut, à partir d'une idée excitante, mais qui ne reste qu'une idée, parce qu'on construire un vrai film autour, en étoffant ses personnages, en étoffant son univers, en faisant se télescoper peut-être des choses qui seraient un peu antinomiques. Je repense à Q, moi c'est vraiment l'exemple qui m'a frappé, Épouvante sur New York, l'histoire d'un serpent géant ailé et qui attaque les gens, mais on va suivre un petit malfrat et on va voir comment les deux vont se télescoper. C'est comme ça qu'on remplit un film avec des choses étonnantes, et là pour ça il est très 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 fort. Et pour le petit dernier détail, Q est le film préféré de Larry Cohen. Voilà. Enfin, de sa filmo, je précise.
Il aime le cul, ça va être. Allez, à bientôt. À bientôt.